Madame, monsieur, bonjour et bienvenue en ce vendredi pour cette dernière livraison de la semaine du 10-12 au Zénith, qui va conjointement avec effectivement tous les Camerounais revenir sur les 2 jours de deuil national décrétés par le président de la République Paul Biya en vue de rendre hommage aux soldats tombés récemment. Le panel est bien sûr constitué. Nous allons accueillir tout de suite Tendance Kenyé pour l'histoire du jour. Bonjour Tony, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à ma copine, ma chérie, tiens bon. Je vais encore dire aux hommes qui aiment souvent Mimba, qui sont beaux, ils sont mignons, élégants. Parfois votre passé vous rattrape. J'ai une copine, quand elle dit ma copine, ça veut dire quoi? La fille là, si tu la vois, Patrice, hey, si tu n'es pas là, tu peux même lui faire la cour, la fille est belle. Mais sauf qu'elle est tombée sur un gars, le gars veut l'épouser. Ça fait même pas encore 8 mois qu'elle avait le gars. Le gars est chaud. Il est même d'abord beau. Quand tu le vois, tu sens que c'est un gars qui n'a pas faim. Mais sauf que ma copine a peur parce que le gars a 5 enfants avec 4. Le gars a 5 enfants avec 4 mères. Et on a que mais un gars comme ça qui vient, la première mère de son enfant, il n'a pas épousé. La deuxième, il n'a pas épousé. La troisième, il n'a pas épousé. Il n'a pas épousé. Quatrième jusqu'à 5e, est-ce que c'est moi alors qui vais épouser? Donc elle est là, elle dandine un peu, elle réfléchit. Donc elle veut les conseils, elle veut savoir s'il faille, en bon français, qu'elle parte en mariage chez le mignon garçon là, ou qu'elle laisse. Parce que le gars est vraiment beau, sauf que dans sa tête, quand elle voit, elle sent que le gars c'est un désordonné. Donc elle a envie de partir, l'autre cœur dit pas, l'autre cœur dit ne pars pas. Et elle a besoin de vos conseils. Parce qu'elle m'a vu hier et le jusqu'au matin, jusqu'à 6 h, elle est venue chez moi et me dit, maman, pardon. Parle de moi à Equinox. Un gars qui va m'épouser, maman, il a 5 enfants avec, il a 5 enfants avec 4 mères. Est-ce que je peux tenir? Donc elle est même traumatisée. Elle n'arrive même pas à croire que le gars dit vrai qu'il va l'épouser. Donc, pardon, elle a besoin de vos conseils. S'il faille qu'elle parte en mariage chez le gars, ou elle laisse d'abord. Je m'arrête là, Tony. D'accord. Ah, et maintenant, sauf que ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est s'il est véritablement marié avec les non, ce n'est que les mères d'enfants. Elle m'a d'abord dit qu'elle... D'accord. Elle m'a d'abord dit qu'elle panique. Je lui ai dit que ma fonce. Le mariage n'est pas facile. Elle me dit, je vais foncer comment ma copine? Il est tendance, tu me dis quoi comme ça? Si je fonce, la mère de Junior va venir demain dire que Junior est malade, l'appeler à toute heure, je ne serai pas bien dans mon foyer. Après, la mère de Cynthia va venir à son fils. Voilà, après demain, la mère de Richelieu va venir. La mère de Belleville, laquelle ne veut pas vivre le stress. Donc, elle est troublée. Elle ne sait pas comment faire. Merci. Nous allons tenter de lui proposer quelques éléments de solution. Voilà. Charles Armel, bonjour. Bonjour Didier Patrice. Alors moi, tout ce que je veux dire, c'est que le gars, il est quelque peu désordonné. Il est véritablement désordonné. C'est quelqu'un qui ne parvient pas à avoir la maîtrise. Et je pense qu'à ce moment, ce n'est pas à la fille de décider. Je pense que c'est à la famille. C'est à la famille d'en référer parce que forcément le gars veut se lancer, il voudrait certainement la prendre en mariage. Je crois qu'il est question maintenant pour elle de faire intervenir la famille et peut-être de leur poser le problème. 5 enfants avec 4 mères, c'est quand même trop. C'est quand même trop. On peut encore essayer de comprendre à 1, on peut essayer de comprendre à 2, mais de là avoir jusqu'à 5 enfants avec des interactions que cela peut causer. Et en plus, vouloir d'une autre femme. Avec les interactions que cela peut causer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu épouser l'une de ses 4 mères? Est-ce que forcément, on va le dire qu'il a eu pendant sa période de jeunesse? Parce que ça aussi, il faut voir. Est-ce qu'il a eu pendant sa période de jeunesse? Est-ce que c'est récent? On va calculer la période, les différents âges que les enfants ont, essayer de faire le ratio et se rendre compte de ce qu'il y a. Mais surtout qu'elle ne prenne pas la décision avant d'avoir impliqué sa famille. D'accord, merci Charles Armel. Meggy, quelle est votre lecture? En tout cas, bonjour et bienvenue. Bonjour, Tony. Didier, on t'appelle aussi Tony. C'est un peu tout ça en fait. Voilà. D'accord, c'est un peu tout ça aussi. Voilà, c'est une situation très très délicate, mais moi à la place de la fille, je dis comme ça que je me méfierais grandement de ce garçon-là, parce que 5 enfants avec 4 mères quand même, quand on sait que la décision de faire un enfant avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, quand on décide de faire un enfant avec quelqu'un, c'est une décision qui est mûrement réfléchie généralement. On essaye de voir. Généralement, c'est quelqu'un avec qui on a des projets. Donc, quand vous voyez déjà quelqu'un qui a fait 5 enfants avec 4 mères différentes, on est amené à se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que toutes ces femmes étaient mauvaises? Est-ce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il recherchait chez une femme, chez toutes ces 4 femmes-là? Et maintenant, il faut voir même si les enfants vivent avec lui ou vivent avec leur mère. Parce que ça, c'est encore un indice très important. S'ils vivent tous avec leur mère, alors on comprend encore sans se poser trop de questions qu'il s'agit là
d'un irresponsable qui fait des enfants avec des filles, parce que si tu vas déjà avec une fille sans te protéger, ça suppose que tu peux être père demain. Donc ça veut dire que c'est une relation plus ou moins sérieuse. Oui. Donc alors, vous avez déjà un enfant, mais vous vous séparez. Tu prends une seconde, vous vous séparez. Une troisième, vous vous séparez, ainsi de suite. Non, moi, cette fille, je me méfierais. Et en plus, il est très difficile, ça je le dis, hein, oui. Ce n'est pas interdit. Ça peut se faire, mais c'est très difficile pour une jeune fille d'aller aussi entrer dans un mariage, un jeune mariage, avec déjà Merci, 5 enfants. Allez, nous allons certainement y revenir avec les avis des téléspectateurs sur la question. Momo Bengan, c'est finalement un bon bantou. Absolument. Moi, j'ai dit, cette femme a peut-être la chance de sa vie. C'est-à-dire, la première chose qu'elle pourrait, en m'alignant sur les propositions faites par Charles Hamel, elle associe sa famille et la famille du garçon là-dedans pour que la décision soit prise de commun accord. Deuxièmement, qu'elle n'attende pas de faire un enfant, c'est-à-dire qu'elle peut aller directement. C'est-à-dire quand la fille va en mariage avec le consentement de 2 familles, on va lui établir l'acte de mariage, bien entendu. Et l'autre chose, c'est que elle prenne les autres enfants comme ses propres enfants. Doit-elle ou non partir? Elle doit aller en mariage. Voilà. Elle doit aller en mariage. Merci en tout cas. Le débat se poursuit via les codes d'accès qui sont affichés au bas de l'écran pour vos différentes réactions. Nous allons embrayer avec effectivement la colère de Charles Hamel qui va s'attaquer à un volet essentiel qui est celui forcément de l'état de nos différentes villes aujourd'hui. Et la question est celle, bien sûr, de la ville de Penja. Voici la colère de Charles Hamel. Jour, sur l'épineuse question de l'abandon des principales villes greniers du Cameroun. Oui, je m'interroge sur la ville de Penja qui se meurt de sa propre mort. Alors que Paul Erikinge, l'homme du changement, parle de tout, sauf de cette ville qu'il prétendait défendre pendant son incarcération. Qu'est-ce qui arrive à la ville de Penja, jadis appelée Boston? Savez-vous que cette ville, par le passé, était citée comme le grenier du Cameroun à cause de la densité et la vitalité de sa population, ainsi que ses énormes ressources agricoles? Comment comprendre que la ville de Penja brille aujourd'hui par une insalubrité totale? Savez-vous qu'en saison de pluie, l'accès à plusieurs quartiers est un parcours du combattant? Il vous suffit de faire un tour dans la ville pour réaliser tout l'abandon de projets routiers. Comment comprendre que le stade municipal se trouve lui-même dans un état de décrépitude avancée, alors que par le passé, ce mythique lieu a abrité d'importants débits de football? Cherchez encore dans la ville, vous retrouverez des anciens joueurs de Vasco Football de Penja. Comment comprendre l'inertie des élites de la ville de Penja? Savez-vous que même le marché central de Penja offre un spectacle désolant et désopilant? Vous avez des boutiques dont les pans de murs entiers tombent en ruine, des tôles qui ne cessent de disparaître, les portes n'existent plus, l'abattoir n'est plus que son ombre. Savez-vous qu'à la place du marché, c'est plutôt un dépotoir d'ordures? Un environnement favorable aux maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde, qui sévissent depuis plusieurs années au Cameroun. Comment comprendre le fait que les usagers payent leurs obligations auprès de la mairie et des impôts alors qu'en retour ils n'ont droit à rien, même pas de toilettes publiques dans la ville de Penja? Comment comprendre cet abandon de la jeunesse de Paul Biya, celle de Penja, par les autorités et surtout la tromperie des individus qui, après avoir partisé avec les pontes du pouvoir, dans l'antichambre de la cupidité, font miroiter bonheur et espérance à cette jeunesse complètement meurtrie? Savez-vous que la ville de Penja n'a aucun lieu de divertissement pour les jeunes, pas de bibliothèque municipale? L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, le chômage sont des problèmes qui minent la population. Et pourtant, il y a une entreprise qui, depuis des années, ne passe le temps qu'à extraire les bonnes bananes et peut-être en ce moment le poivre. Savez-vous que l'hôpital, qui jadis était un hôpital de référence, est devenu une mini-cité où un seul individu distribue des contrats de bail au détriment d'une population mourante? Devant cet abandon généralisé et révoltant, une question mérite d'être posée. Y a-t-il encore une mairie ou un maire dans la ville de Penja qui permet de bénéficier des programmes d'urbanisation et même de se battre dans la recherche des partenaires étrangers pour signer des contrats pour son développement? Savez-vous que la ville de Penja
est devenu à ce jour un no man's land où règne la loi de la jungle, instaurée par les prévaricateurs de biens publics et les bandits à col noir qui s'y comptent par centaines. Allez, merci. Charles Armel, Bonbong Bengan, quelle analyse en tout cas? Non, la première analyse, c'est que c'est une ville coloniale. Et comme toutes les villes coloniales, ces villes-là sont appelées, j'allais dire disparaître, mais c'est peut-être pas le mot, mais ces villes sont appelées à ne pas connaître leur essor de développement. C'est des premières villes. Quand on parle de Penja, on peut ajouter Kongsamba, on peut mettre Edea, Ezeka, Dizangue, Tiko, je pense dans certaines mesures Beya. Voilà, ce sont les villes coloniales. Quand vous regardez ces villes aujourd'hui, leur ossature fait en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'il y a les villes industrielles hier, c'est comme ça qu'on les appelait, depuis l'époque allemande jusqu'à la fin de la colonisation franco-britannique, qui étaient des villes qui avaient un semblant d'essor économique, mais malheureusement qui ont sombré. Donc ces villes coloniales-là, en fait, ont un statut particulier. Je ne comprends pas. C'est comme si on avait voulu que ça reste en vestige. En réalité, Penja est dans le même sillage. Regardez bien la ville de Tiko. Tiko, si on vous raconte, Tiko avait la banane à l'époque, une certaine qualité de banane. Aujourd'hui, Tiko, on n'en parle plus. Dizangue, c'est la même chose. Et quand même. Et même Kongsamba où on fait de la fête du café, vraiment c'est des villes dont on pense qu'il y aurait une malédiction, mais pas malédiction dans le sens d'être superstitieux. Oui. Je veux dire qu'il n'y a pas eu un accompagnement des pouvoirs publics qui ont hérité de la colonisation certains semblants d'industrie dans ces localités. Merci pour cette lecture. On va prendre celle de Tendance Kenyé sur la ville de Penja. Je connais même toutes les zones là. Je connais Njombe, Penja, Banga, Ndjongo. Mais à Penja aussi, je connais Kakaoton, Doko. Il y a encore quelques quartiers à Penja que j'ai oublié. Mais sauf que je veux savoir où sont passées nos bananes de Penja. Parce qu'à l'autre jour, si on marche pour manger la banane, c'est le problème. J'ai connu moi Penja que derrière les bananes. Même quand j'étais dans mon black, il venait à Douala, quand on arrivait à Penja, on connaissait déjà que non. On arrivait à Penja parce qu'on regardait les bananes. Qu'est-ce que les bananes deviennent dans la vie de Penja? Point d'interrogation. Nous venons nos bananes. C'est ce que j'avais à dire ce matin, Tony, parce que je vais encore te dire quoi. Allez, une colère qui porte sur l'état dans lequel se retrouvent effectivement ces différentes villes, entre guillemets, ou du moins dites coloniales, notamment celle de Penja, telle que nous le rapportait encore Charles Armel dans le cadre de sa colère. Megui, quelle lecture? Mais écoute, Didier Patrice, au risque de me tromper, parce que c'est une ville que je ne connais pas vraiment, hein, sauf quand je suis de passage, donc je la découvre un peu plus là au travers de ces images qui nous ont été proposées par Charles Armel. Ben, ça se voit que ça ne va pas du tout de ce côté, peut-être c'est aussi à l'image de tout le Cameroun. Cette petite localité-là, à travers les images, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots qui y sont, mais bon, j'espère que les autorités publiques là-bas, la mairie, s'entend, vont justement se focaliser sur la restauration de cette petite ville. Allez, une restauration. Oui, Charles Armel, pour sortir justement du sujet, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Alors, il faut dire que la ville de Penja est une ville grenier. Quand on parle de ville grenier au Cameroun, on peut parler d'une ville comme Djombe, on peut parler d'une ville comme Penja, on peut parler d'une ville comme Konsamba, on peut parler des villes comme Melon, parce que c'est le grenier du Cameroun. On y retrouve de nombreuses choses y sortent. On va parler de cet artiste, rappelez-vous, lorsque Wes Madiko, une star interplanétaire, était arrivé au Cameroun, il a lancé un projet, un projet vivant pour la zone de Penja. Alors le projet qui n'a pas vu le jour, parce que ce projet a été torpillé de gauche à droite, c'était notamment dans la zone de Moitaba qu'il voulait lancer ce projet. Il a commencé par une école, il a commencé par construire des salles de classe, il a commencé à porter en termes de production, d'adduction d'eau de ce côté, mais ce projet a été torpillé par certains agents tapis dans l'ombre. Pour quelle raison, personne ne le saura. Vous avez une zone comme Poula,
Mpumpula, c'est une zone véritablement bien développée où on retrouve les vestiges allemands. Je m'attendais à ce que le ministère du Tourisme s'intéresse à une zone comme celle-là, qu'on essaye de restaurer ce patrimoine. On parle de Bimbia, mais allez faire un tour de ce côté de Mpula, vous allez vous rendre compte que c'est là où on cultive le cacao, le café, c'est là où certains nordistes viennent acheter les colas qui sortent de la forêt. Allez voir le dispensaire. Je vous assure qu'aujourd'hui, Pendia est l'ombre de lui-même. Je m'attendais à ce que Paul Rikingue, qui a lancé un parti politique, qui a rassemblé les gens dans cette zone, démarre sa campagne avec des objectifs comme cela, avec des promesses comme cela, de dire, écoutez, les choses doivent changer. Mais que rien. Je vous assure, Pendia aujourd'hui est l'ombre d'elle-même. Pourtant, cette ville était appelée à l'époque Boston. C'était un Boston parce que cette ville véritablement brillait. On a connu une équipe Vasco. Cette équipe a brillé pendant tous les derbys dans toute cette zone. Je pense qu'il faudrait revenir. Quel est le rôle de la mairie? Est-ce que la mairie n'est pas peut-être dépassée par la gestion de Djombe et Pendia? Est-ce que cette mairie n'est pas fatiguée? Il faudrait qu'on essaie de revoir un peu les choses à ce niveau. Allez, d'accord. Je ne sais pas si Mbomboguet, cet avis de toutes les façons. Il y a peut-être l'urgence d'agir et surtout de jeter un regard objectif sur ces différentes villes qui ont quand même bercé, non pas quand même, qui ont bercé l'histoire du Cameroun, Mbomboguet Bengan. Oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est Didier Patrice, c'est des villes qui ont montré, comment on dit ça, l'embryon de ce qu'on pourrait appeler, ou alors ce qu'on a appelé dans d'autres pays, les villes industrielles. Oui. Donc, si vous regardez tout le long de la route qui va vers le Mungo jusqu'en Konsamba, en réalité, on aurait dû les transformer en ce qu'on appelle dans d'autres pays les black countries. C'est-à-dire que là où on devait commencer un développement industriel, mais industriel ici, surtout avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'on devait rendre nos produits agricoles avec, je veux dire, de manière plus industrielle jusqu'à l'exportation. Mais l'orientation, là, c'est une analyse que je fais, je n'ai pas lu ça quelque part. L'orientation, me semble-t-il, du gouvernement ou alors des gouvernements des deux régimes en place, c'est que on voudrait les conserver en village. Village, pourquoi? Parce que ces entreprises-là, beaucoup, ou alors que certains sont enregistrés dans la division des grandes entreprises à la direction générale des impôts. Mais elles continuent à payer des impôts comme si elles étaient les coopératives villageoises. Donc, il me semble qu'on les maintient exprès dans ce statut-là. Parce qu'on ne voulait pas, premièrement, avoir l'industrialisation du Cameroun. Et deuxièmement, on veut les maintenir dans une espèce de statut où c'est les Occidentaux qui en profitent. Parce que figurez-vous que lorsqu'on commence la privatisation, la liquidation des entreprises parapubliques, on commence par l'Office camerounaise de la banane. Et on confie à l'entreprise américaine Del Monte. Et c'est toutes ces régions-là. Donc, parce qu'on a parlé de Pendia pour prendre une ville dans la définition de la circonscription administrative. Mais en fait, il s'agit là de toutes ces villes-là qui ont eu cet embryon de développement industriel. Donc, il s'agit. Les deux gouvernements en question n'ont pas voulu qu'on prenne ça comme des développements, des histoires de développement économique. Regardez également Dizangue. On vous parle de Dizangue, de Safakam, un certain nombre de choses. Mais ça date depuis des années 20 et un peu avant. Alors, pourquoi une ville comme Dizangue est complètement là-bas? Il a relevé tout à l'heure l'aspect touristique. Il y a un lac là-bas qu'on a complètement abandonné, lac Youssa. Donc c'est la même chose du côté du Mungo, c'est la même chose du côté de Tiko. Et on vous dit seulement que telle entreprise va organiser un tournoi de golf. Bon, le golf, qui joue au golf, c'est des multimilliardaires, c'est pas nous. Et c'est même le lieu où ces élites, ces grosses pontes du régime vont se reposer. Bon, ils sont là-bas constamment. Parce que vous savez, il y a des chalets qui sont minutieusement installés derrière ces camps de bananes. C'est là qu'ils vont se reposer. Donc moi, j'estime qu'à un moment donné, il faudrait revenir. Et même si les pouvoirs publics ne font rien, quand même, cette ville a des élites. Elle a des élites. Je crois qu'une fois, c'est Sa Majesté Songa Daniel qui a essayé d'oser appeler les élites en disant, mais regardez, la ville se meurt. Est-ce que vous vous imaginez qu'une zone comme celle-là, c'est devenu difficile pour entrer dans les forêts et ressortir les produits? Je dis ne serait-ce que les produits. Les pistes agricoles ne sont pas aménagées. Quand les hélicoptères des pulvéristes, certains
produit sur les bananes, sur les trucs. Et ça affecte les ça affecte les populations. populations. Donc je pense qu'il faudrait faire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de recadrer? Si on voudrait faire de cette zone une zone complètement morte, il faut recaser complètement les populations. Mais est-ce que les populations natives de cette zone, les filles de cette zone sont prêtes à quitter, tant on sait que de plus en plus, les champs de bananes sont en train d'envahir les villages de ces différentes populations. Est-ce que ces bananes ne profitent pas aux populations? Voilà, donc la nécessité en fait d'impulser peut-être une nouvelle dynamique qui puisse s'intéresser à ces différentes villes. Merci infiniment. Nous allons certainement poursuivre les échanges sur effectivement l'état dans lequel se trouve la ville de Penja à ce jour, malgré l'existence, comme Charles Mel l'indiquait, des élites bien sûr de cette localité qui pour la plupart s'intéressent pratiquement à leurs différents positionnements sur la scène politique et ne tentent pas d'impulser une donne sociale quand même qui puisse redynamiser ces belles localités. Nous sommes portés à un peu plus de 10h30, donc heure à laquelle nous recevons effectivement notre invité, comme généralement c'est le cas, et le vendredi, nous le consacrons au petit métier. Donc nous recevons Madame Mbeng Marie-Louise qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau échanger avec nous sur son activité et comment cela se déroule. Madame Mbeng, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour le panel. Mamie Poisson, doit-on dire? Bonjour Mamie Fiche. Yes, bonjour. D'accord. Alors, on va rappeler que votre activité consiste à faire du poisson à la braise. Oui, ce qu'on appelle généralement poisson braisé. Braisé. Oui. Dites-nous comment ça se passe. Ça se passe tous les soirs chez moi, les petits poissons de 250, 300, 400, 3500. Tous les soirs, dès 18h, j'allume mon feu. Je suis prête à 18h30, 19h. Vous pouvez déjà consommer bien. Alors, qu'est-ce qui fait justement que votre activité, ou du moins votre secteur, soit couru de ceux qui sont effectivement... C'est mon piment, papa, c'est mon piment. C'est l'assaisonnement qui le tue. Je ne fais pas, ce n'est pas la magie. Je n'ai rien sous le grillage là. C'est le piment. C'est le piment qui est servi. Donc, comment maman, je ne vais pas donner tout mon secret ici, là, passer seulement voir, goûter seulement. Je ne fais pas exprès. J'ai touché ça, j'ai vraiment touché le piment là. Allez, quand tu passes là-bas, tu... C'est de quel côté, Mamie Fiche? Je suis au PK13. PK13. Quand on arrive à PK13, on fait comment? Il faut dire quand on arrive au PK13. Oui. Avant barrière Sitabac. Quand tu viens vers Dokoti, avant la barrière de Sitabac. Quand tu viens vers 14 là-bas, fin barrière Sitabac. Donc ça dépend, comme tout ce temps-ci, le marché est mort. Mais quand il y a le marché, mon sac passe. Mon marché passe. Vous ne voyez pas comment je brille. Je ne vais pas donner le montant ici pour que le soir me tire au cou. Parce qu'il y a les petits garçons là qui m'attendent quand je rentre. Je ne donne pas le montant, mais je sais que ça donne. Voilà. Vous voyez, regardez-moi, vous voyez, je suis comment? Très bien, magnifique. Oui, matin. Je suis comment, maman? Non, tu es peut-être la forme, non? Oui, tu les petits poissons. Alors, Charles Armel. Sachant que toute activité qui se déroule tout autour du feu a souvent des inconvénients, comment vous réussissez à vous protéger des inconvénients du feu? Non, pour le moment, très souvent, je me rends à l'hôpital, je prends du lait, le lait non sucré, comme on m'a conseillé, d'en prendre très souvent. C'est un médecin qui vous a conseillé ou bien c'est les gens au quartier qui vous conseillent? Non, je ne fais pas des trucs de quartier. Je vais souvent à l'hôpital parce que l'hôpital maintenant est devenu un peu moins cher. C'est 1000 francs la consultation. Dans quel hôpital? Je vais à l'Ogbaba ou Cité de Palmé, c'est qui est proche de moi là, c'est là où je vais. Donc j'ai les petits trucs là pour le calcium, les petits trucs. Avant de vous lancer dans cette activité, vous faisiez quoi dans la vie? Avant de me lancer, j'ai essayé de faire le secrétariat qui n'a pas donné par rapport à... Quel secrétariat? L'ancien avec la sténodactylo ou bien avec l'informatique? Non, c'est après que j'ai voulu apprendre, mais sinon que je suis quand même allé un peu dedans. Mais j'ai fait avec la dactylo. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait abandonner pour... Il n'y avait pas... Le salaire n'était pas très bon pour élever... À l'époque du sténodactylo, de la sténodactylo, vous touchez combien? Je n'atteignais pas 50 000, papa. Le jour que c'était bon comme ça, j'avais 60 000. Ok, ici, là, c'est 60 000,
C'est la journée. Maman dit qu'elle dit rien. Je ne dis rien, je ne dis rien. Ne dites rien, rassurez-vous, ne dites rien, ça va, c'est bon. Parce que Jean Labert veut seulement que je sorte ce que je ne devais pas sortir. Mais je n'ai rien dit. Vous voilà où, je n'ai rien dit. Bon, nous, ce qu'on a retenu, c'est que finalement, après justement cette épopée de la sténodactylo, Oui. vous vous sentez plutôt bien dans votre nouvelle activité qui consiste à proposer aux gens de manger selon leur poche. Les contraintes de la surenchère ne sont pas au rendez-vous chez vous, Madame Mbeng. Marie-Louise, mais parlez-nous un tout petit peu des difficultés que vous rencontrez également dans l'exercice de cette activité. Non, il y a des malhonnêtes. Tantôt, quelqu'un arrive, me dit, je t'ai donné l'argent, tu ne m'as pas remboursé. Arrête bien le micro, maman. Tu ne m'as pas remboursé. Bon, voilà, il faut que je rembourse 2 fois. Parfois, d'autres viennent, des problèmes. Non, mon piment, là, ça fait comme ça. Ajoute le piment. C'est beaucoup, il y a des problèmes. Les gens qui peuvent venir, ils viennent pas rembourser. Il ne te dit même pas qu'il prend un crédit. Il mange bien. Après, il se lève. Au revoir. Je vais passer plus tard. Plus tard, là, quand tu le rencontres à l'autre, tu demandes, mais c'est comment? Puisque c'est déjà une industrie, pourquoi ne pas recruter des gens qui vont vous accompagner? Non, je suis avec ma fille. J'ai mes enfants j'ai ma première fille avec qui je travaille. Je travaille avec ma première fille qui s'appelle Ngom Janine Caroline. À qui tu fais un coucou? Oh, très chérie. Oh, ma chérie. Elle ne va pas à l'école. Elle part à l'école présentement, même j'ai ma fille là qui a eu son BTS hier. Ah, Oh, le félicitations. fils, chérie. Donc, maman, dites-nous un peu Oui. des choses. C'est la saison de pluie maintenant. Oui. Est-ce que vous avez un hangar ou un J'ai le hangar, papa, j'ai le hangar présentement, j'ai habillé avec le plastique parce que quand le vent passe là. Oui, c'est la saison. Donc, et comme votre activité se fait la nuit, je pense que les mairies, vous n'êtes pas astreints au ticket de la mairie, occupation temporaire là-bas. Donc ça, on ne vous dérange pas les nuits. Non, mais la mairie ne me dérange pas. Par D'accord. contre, je paye à à celui qui me le fait l'espace. D'accord. C'est combien il vous loue ça, c'est... Non, je donne l'argent de la lumière. Je ne peux pas dire que je paye, c'est la lumière. Je paye la lumière. Et j'ai fait le hangar moi-même, c'est la lumière. C'est entre nous là-bas. Dans mon petit bar à chez Tantine Nicole. Donc, est-ce que c'est de manière stratégique que vous avez dit, moi, je ne fais pas les poissons qui coûtent 3000 parce qu'il n'y a pas l'argent dehors? Vous vous êtes dit, je m'occupe de ceux qui peuvent payer à 250, à 300 et tout? Oui, c'est surtout ça, vraiment. Ça ne va pas, il n'y a pas l'argent dehors. Avec 250, là, 300, ça passe. Or, j'ai essayé une fois avec le poisson de même de 1000 francs. J'étais obligé de manger. Maintenant, avec 250, avec son bâton, 50 francs, 300. Donc même les capes, tu ne vends pas matin. Ce que je trouve dans mon sac, si ça dépasse 1000 francs, je ne suis plus là parce que je n'ai pas la clientèle de 1000 francs. Ma part, c'est 300. C'est pour tout le monde. Si vous voulez manger beaucoup, vous achetez pour 10 poissons, 3000. Vous asseyez, vous mangez. Mais je suis là avec mes 300, 3000, 400, le plus cher, 500. Et tout le monde trouve son compte. Tout le monde trouve son compte. Vous vous ravitaillez où? Pardon? Vous vous ravitaillez où? Je me ravitaille au port de pêche et à Youpé. D'accord. Et quand vous n'avez jamais eu de problème, on sait que les fruits de mer sont très délicats. Il y a des clients qui ne sont jamais revenus se plaindre de ce que le poisson que vous avez proposé a tourné. Quelque chose a causé la diarrhée à quelqu'un? Non, je ne vends pas. Je ne vends pas. Je vous dis bien, très bien que on passe la commande chez moi. Donc avant de poser mon poisson, je suis sûre de mon poisson. Oui, mais parce qu'on a justement des commerçants qui font dans le même domaine que vous. Quand elles rentrent avec le poisson chez elles et que après ça se gâte, elles reviennent parce que non, moi je ne reviens pas comme ça. Déjà que mon poisson est dans la glacière avec de la glace, donc c'est toujours frais. Quand je pars de la maison, je sais que ce poisson est meilleur. Et ça va arrêter. Si ça ne va pas, je laisse à la maison, je fais fumer pour préparer autre chose. Mais pas pour vendre. Je ne peux pas vendre du poisson à mes clients. C'est pour ça que j'aime même la clientèle. C'est autant de choses qui font que les gens viennent constamment. Les gens sont réguliers. Donc j'ai une clientèle régulière. Et c'est un métier que vous comptez faire jusqu'à pour longtemps encore, ou bien vous allez vous arrêter, parce qu'on sait quand même que ces commerces-là qui nous mettent en contact direct avec le feu, comme le disait Charles Armel, c'est souvent très dangereux. Ça cause pas mal de maladies, et voilà. C'est vrai que je compte arrêter, mais il va falloir déjà que je sois bien assise. Pourquoi? Parce que mes enfants sont là, ils ont les diplômes, ils ne travaillent pas encore. Dès que mes enfants
ont l'opportunité de trouver quelque chose. Je vais m'asseoir aussi, je commence à... Comme Laetitia a eu la licence hier. La BTS, maman banque, BTS banque, Laetitia, ma petite Laetitia. D'accord, madame. Donc, quand on va commencer à travailler, c'est où tu vas laisser le poisson? Je laisse tout ça. J'ai même mon Constant Joël qui est ingénieur, qui est sorti ingénieur depuis 3 ans. Il n'y a pas de travail. J'ai des enfants qui ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Donc, ce sont eux qui vont m'enlever dans la souffrance. Vous êtes marié? J'étais marié, papa. Et vous avez quitté mon papa, pourquoi alors? Moi, j'appelle tous les hommes papa. Voilà, j'appelle les hommes papa et chéri. Et le mariage est fini parce que... Le mariage ne peut pas finir, c'est toujours la mère. On fait ça là, tu non. Ça veut dire quoi? Et vous avez pris la charge des enfants, c'est vous qui accompagnez les enfants à l'école? J'ai des enfants depuis, sinon que... Avec le poisson là, je veux dire. Oui, avec le poisson. Puisque le père à mes enfants ne fait presque rien, je ne lui donne pas le tort parce que présentement il n'a pas. Donc depuis il a travaillé, le travail est fini, il n'a plus jamais eu un job. Et je suis là, le jour où je trouve même 1000 francs, il vient et me donne. Mais en attendant, c'est comme ça que je fonctionne avec mes enfants. Je suis sous la pluie, sous le soleil. Si vous arrivez là-bas, vous voulez bien vous renseigner, demandez maman et tout. Maman et tout. Yes, la mère de Sam. La mère des enfants, c'est moi là-bas. D'accord, madame Mbeng Marie Louise, on a envie de savoir. Nous savons que c'est une activité qui est courue des femmes, donc vous n'êtes pas certainement la seule dans cette localité-là à le faire. Qu'est-ce qui vous différencie des autres femmes qui font également dans le poisson la braise? Ce qui nous différencie, c'est quoi? C'est que moi, comme vous me voyez là, c'est comme ça que je vends. Ce n'est pas parce que je veux vendre du poisson que je serai sale, zéro. Je sors avec mon rouge à lèvres, avec ma coiffure là, propre. C'est ce qui différencie. Parce que d'aucuns croient que quand on va braiser le poisson, on s'oublie, on sent le maquereau. Non, chez moi, non. J'ai fait l'effort d'être clair. Et même dans le service. Et vous l'êtes Non, clair, Oui. clair. Tout est clair chez moi. Belle, clair. Je ne peux pas laisser la viande m'attraper facilement comme ça. Alors, il faut que je sois gnangnan comme mon poisson. Au-delà de cet aspect hygiénique, propreté Oui. que vous relevez, et on fait bien de le constater également ici, mais au niveau de la qualité effectivement de votre cuisine, par exemple, puisqu'il s'agit de cuisine, Oui. vous pensez que les gens sont satisfaits de ce qu'ils mangent chez vous tous les jours? Ils sont, Quel est le retour que vous avez de votre cuisine? ils sont très satisfaits parce que je vends depuis plus de 15 ans. Je n'ai jamais eu de problème. Je suis en route depuis plus de 15 ans. J'avais même d'abord pris un sobriquet sous le soleil et sous la pluie. Ah, c'était le premier sobriquet. Oui, sous le soleil et sous la pluie. Donc il pleut, je suis dehors. Il fait chaud, je suis dehors. Donc Et tu peux demander, qu'est-ce que tu conseilles à toutes les femmes qui nous regardent, qui sont à la maison, qui veulent seulement consommer, qui attendent seulement de leur mari? Parce qu'il y a les femmes consommatrices dans les foyers. non, c'est vrai. Qui ne veulent rien faire. Rien. Elle attend seulement que l'homme, si l'homme ne lui donne pas, elle sort le soir. Elle vient attaquer là dans les bars pour manger mon poisson Joe. Et les conseille de sortir. Sortir, maman, moi, avec 500 francs, tu commences à manger des petits poissons. Parce que si tu achètes même un tas de 500, tu achètes ton charbon là, tu commences doucement, ça va passer. Même l'eau, il faut sortir. Aujourd'hui, la femme ne dort plus à la maison. Quand une femme dort à la maison, ses jours dorment aussi. Et c'est comme ça. La femme est comme la fleur. Quand tu dors, tu attends, tu lui donnes. L'homme là même l'homme là même que tu vas chercher là, Il ne voit pas. il ne voit pas. Moi là, je suis ici, là, je suis claire. C'est moi-même qui dis aux hommes, fichez-moi le camp parce que je suis sûre de moi. Alors, Maman, parce que Oui. souvent, comme les gens te voient vendre toujours étant belle, est-ce qu'il n'y a pas souvent les petits gars là qui viennent dire que non, ça ne manque pas ta elle vient te danse. faire la coupe parce qu'elle veut l'escroquer. les Vous voulez gigolos. manger, ils ont faim. Ça ne Ils manque viennent pas. te draguer derrière. Ouais. D'autres même viennent directement quand même dire maman, tu crois. Quand elle a dit appeler ma maman, elle dit, tu crois que tu es maman, tu es vieille. Pardon, je lui ai dit papa, pardon, là, mon souffle qui reste là, c'est pour briser mon poisson, pas pour que vous me tuez. Ils ont faim. Incroyable. Le petit souffle qui me reste là, c'est pour le poisson là. Excusez-moi. Ce n'est pas pour vous Si tu as faim, viens me dire, maman, j'ai faim. Je te donne ton petit poisson, tu manges. Mais ne viens pas derrière là. J'ai la force encore. Non, je n'ai plus la force là. D'accord. Ils sont là tous les soirs. Ils rôdent là. Ils rôdent là. Ils ne font Après, rien. ils lui disent que maman, tu es belle. Moi-même, je sais, avant de sortir, je me mis.
Toi, ne me dis même plus. Je sais déjà que je suis belle. En tout cas, nous, on va certainement faire le déplacement pour voter. Je serai la bienvenue. Comme les soirs, comme Jean Lambert me regarde là. La bienvenue. Les petits poissons. Chez maman. Maman, il ne faut même pas manquer. Le soir, je suis là. Ce soir, non. Parce que non, il faut, ça vaudra peut-être la peine. Parce que même les téléspectateurs réagissent déjà là. J'ai un message qui dit bonjour, ce que la dame l'a dit est vrai pour avoir mangé son porc, poulet, poisson. Oh là là. Très propre et très bien fait. Merci. Et son piment alors, waouh. Merci. Alors là, c'est l'avis d'un téléspectateur qui laisse un message, voilà, qui vous a reconnu, Marie-Louise Ben. Maman est tôt. Justement. Alors, Maman Eto, sous le soleil et Sous la pluie. donc il y a eu beaucoup justement de petits noms qu'on a collés à votre personne depuis le temps que vous avez lancé cette activité. Vous nous avez révélé ici que ça fait longtemps que vous le faites. Et grâce à celle-ci, vous survenez aux besoins de vos enfants et de votre famille. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces femmes qui généralement, comme on en connaît chez nous, croisent les bras et puis se disent que voilà, on doit plutôt tout faire pour elles, etc. etc. Je demande que ces femmes-là sortent de dehors. Avec tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Même avec la glacière d'eau, tu trouves ton compte. Même avec la tomate, tu trouves ton compte. Il suffit que tu ouvres. C'est commencer qui est difficile. Hein. Dès que tu commences, parce que quand tu restes, tu attends toujours d'un homme. Franchement, quand je regarde certaines femmes, je dis, celles-ci vont comment même pour vivre. Elle attend, certaines autres viennent là, elle attend un homme depuis 16 h, 17 h. Que l'homme vienne aujourd'hui. Maman, s'il vient, dit que j'ai mangé 3 poissons. Hein. Dans les 3 poissons, l'après-midi, il doit enlever un poisson, tu me donnes 500. Or, elle était calée quelque part. Si elle-même se débrouillait, Maman, elle a ses problèmes. Maman, tel qu'on te voit, on croit que tu as garé en bas. Maman, je vais seulement garer avant de mourir. Si c'est pour l'autre là, si je ne gare pas. Et c'est la sueur de ton front. Si je ne gare pas, je vais seulement garer avant de mourir. Moi. Maman, il y a Yonke Olivier qui demande que vous reprécisiez votre localisation. Je suis en face à Rio-Pointo, le snack à Rio-Pointo. Quand vous venez, donc le Vietnam est de l'autre côté de la route. P413. P413. Entrez une alors. Quand vous êtes entré une alors, il n'y a pas de j'aime mon anglais. Amen. 10-12, le Zénith en ce vendredi 28 juillet 2017. Megui, nous avons reçu quelques messages. Tout à fait, on a Charlie qui nous dit « Bonjour les gars, j'ai 4 enfants avec 3 femmes. La première part parce que je n'ai plus d'emploi, ayant payé l'école à elle et à ses 2 frères. La deuxième parce que sa famille exige que je lui loue une maison et que je lui donne de l'argent de poche et la ration tous les mois et la convainc que sans ça, elle ne doit pas rester. La troisième que j'ai épousée et avec laquelle j'ai 2 enfants, m'insulte, sa mère qui me dit tout, c'est-à-dire dans la maison, c'est elle qui décide de ce que je dois faire à leur fille. Voilà. Que dois-je donc faire? Il y a des situations qui arrivent, mon frère, même si celle-là ne va pas, mieux vaut vous séparer. Même les femmes elles-mêmes ne voudraient pas être sous la coupe d'un homme. Bon, vous vous séparez. Il faut qu'il regarde aussi son comportement. Rien n'est pour rien. Oui, regarde aussi ton comportement. Ils en plein. Il a un facteur, qu'il a sujet. soulevé et le facteur serait celui de la perte d'emploi. Donc il est réduit, il n'a pas de moyens de pouvoir subvenir aux besoins et c'est la raison pour laquelle il est chosifié. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas une considération vis-à-vis de l'autre, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le dis, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir de mener votre vie de manière solitaire, quitte à ce que vous vous retrouvez à avoir un petit plus, un petit quelque chose. Et surtout, ne prenez que celle qui va vous comprendre, pas celle qui va être une occasion de chute pour vous. Voilà donc cet autre message qui nous dit que je pense que les filles ne sont plus sérieuses, elles nous poussent à faire n'importe quoi. C'est ton avis. Oui, comme tous les avis, il est contestable, mais bon. Ça dépend de l'angle de vue. Voilà. Rodrigue de Pichang, je pense qu'il n'est pas bon pour elle d'aller en mariage avec cet homme, car il a pour coutume de coucher avec une fille et ensuite l'abandonner. Je ne pense pas qu'il fera exception avec elle. Non, mais s'il se marie alors avant de passer à l'acte, il y a des mariages qui se font aussi comme ça. Si c'est par rapport aux préservations de ce qui devrait passer au lit. Ils peuvent alors se marier et continuer leur vie en couple.
Alain depuis Batoufam, je propose à cette fille de faire ce que son cœur lui demande de faire. Si elle voit qu'elle aime son gars, qu'elle l'épouse. Sinon, qu'elle se cherche ailleurs. On entendra de tout, hein. C'est vrai. Le sujet est passionnant et on peut comprendre. Chacun y va de sa sensibilité, mais c'est un sujet délicat quand même. Mais Guy, la suite de message. Je me nomme David depuis Njombe. Tout ce que je peux dire, c'est que les pouvoirs publics doivent faire leur boulot. Et merci encore pour ce que vous faites. Ils doivent, mais ils ont dit qu'ils ne vont pas faire. C'est pour ça que Charles Hamel a interpellé les élites. Si au moins les élites qui sont généralement réunies en comité de développement pouvaient réfléchir et voir comment on peut développer le coin, je pense que ça irait un peu mieux. La prolifération du secteur informel a gagné. Est-ce que c'est en rapport avec un des thèmes? Mais bon, on continue. La prolifération du secteur informel a gagné le pays. Voilà pourquoi on est obligé de faire tout au Cameroun pour vivre. C'est dîme parfait. Étant donné que le Mungo est un bassin, c'est lui qui continue, hein, étant donné que le Mungo est un bassin de production grâce à ces produits qu'il déverse dans le marché, je pense que l'État doit privilégier cette zone, donc Penja en particulier. C'est ce qu'on décriait tout à l'heure. Il y avait une fête de café en Konsamba. Ceux qui ont vécu à notre époque le savaient. Il y avait même une voie ferrée qui allait jusqu'en Konsamba. Qui était en 1911. Voilà. Toute cette route de Bonaberi en Konsamba, c'est des bassins de production agricole énormes. Et j'ai bien dit que depuis le protectorat allemand, on a constitué, alors on voulait en faire une zone industrielle, mais que les puissances colonisatrices n'ont pas voulu. Les régimes qui se sont succédés à Yaoundé, à Yidjo et Biya aujourd'hui, ils n'ont pas voulu. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation désastreuse. Christian depuis Douala, je pense que si cette fille aime son gars, qu'elle épouse, sinon elle n'a qu'à le quitter. Absolument. C'est un avis aussi. Oui, tout à fait. Et nous respectons celui de Christian. Puisqu'elle craint de faire un enfant sans le mieux, donc le mieux serait peut-être alors de commencer par le mariage officiel. Que ses parents vont d'abord dire quoi? Quand tu épouses une fille, on dit l'homme l'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Quand il va te dire non, j'ai 5 enfants, 4, mais les parents vont s'interroger que non. Celui-là, c'est un désordonné sexuel. C'est pour ça donc ils vont donc avoir sa famille. Je refuse. La fille même peut refuser de faire un enfant. Avant le mariage, elle va dire, bon, je l'aime bien comme elle a semble avoir son mais on va prendre dans une lecture d'un autre ou un dernier message. Voilà, ma soeur vit la même situation. Elle est en couple avec un homme depuis 1 an et demi qui a 10 enfants avec 4 mères différentes et mariée à la 3e avec qui ils ont 3 enfants. Et la 4e en a eu 2, 10 ans après son mariage. Et cet homme a beaucoup d'argent et assure toutes ses femmes et ses enfants financièrement. On ne sait quoi penser. Elle est dans un régime polygamique. C'est le français que vous avez utilisé. C'est ce qu'il y a de plus normal. Elle est dans une relation polygamique. Si elle assume, ça va. Ce n'est que c'est ce qu'il y a de plus normal, à mon sens. Allez. Si vous le permettez, ma chère Megui, nous allons peut-être prendre la revue des réseaux sociaux pour essayer de voir ce que vous nous avez tiré de ce côté-là. Voilà, merci Didier Patrice. Pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, pour ceux qui sont de ce côté-là tout le temps, ils peuvent se rendre compte effectivement que le sujet qui fait beaucoup jaser sur la toile, c'est notamment ce licenciement en quelque sorte de Cabral Libi de son poste de directeur adjoint de Radio Campus par le professeur Minkwaché, recteur de l'université de Yaoundé 2. Cependant, il a été réaffecté comme cadre d'appui au service du conseiller technique de l'université de Soie, ce qui n'est en rien une promotion. Donc le rouleau compresseur aurait donc commencé, s'interrogent les internautes. Le régime de Yaoundé réagit-il de cette façon face à la montée de la cote de popularité du jeune Cabral Libi? Encore une autre interrogation. Au moins ce qui est positif, et comme l'ont constaté certains, c'est que c'est une preuve que Cabral Libi ne serait donc pas un indique du pouvoir comme l'auraient prétendu certains individus. J'ai la même analyse. Même ça va commencer justement à donner la clarification sur certains aspects aujourd'hui. Mais c'est pour dire à Cabral et aux autres, lorsque vous développez une politique qui est contraire à la politique de pouvoir dominant, on va chercher à vous abattre. Tout à fait. Ça a été ainsi. À l'époque, Moumi était considéré comme l'un des meilleurs chirurgiens
du Cameroun, mais en 55, on l'a fait. Pratiquement, on l'a fait à Maroua. En 50, on l'a fait à Maroua. Les Wandjé, on les avait affectés à l'est, à Mouloudou, ainsi de suite. On les dispersait comme ça. Vous avez vu dernièrement le corps, un neurochirurgien qui est enseignant à l'université de Bamenda, qui exerce à l'hôpital régional de Bamenda. On l'affecte dans un dispensaire en brousse parce qu'il est à la tête d'un syndicat de médecins. C'est lui, son adjoint, qui est à Douala, on l'affecte quelque part dans une autre brousse, dans la Damawa. Et c'est comme ça ce pouvoir. C'est-à-dire, demain on va vous dire le fer de la nation, on veut les jeunesses, on veut ci, non? C'est comme ça que les lectures vont dans tous les sens. Hein, est-ce qu'on doit considérer cela comme une sorte de régression? Rappelez-vous du cas de Titus Edouard. Alors, quand Titus Edouard avait, en tant que chirurgien, en tant que médecin personnel du chef de l'État, avait manifesté l'intention de se présenter lui aussi au présidentiel pour essayer de remplacer son mentor d'hier. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Qu'il n'avait pas de CPE, qu'il n'avait que le CPE. On ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour tromper toute une nation et se retrouver installé à ce niveau. On ne sait même pas où est-ce qu'il a appris. On est allé jusqu'à... Il y a toute une politique. On a mis des gens derrière, des journalistes, entre guillemets, qui ont fait un travail négativement remarquable pour essayer de déconstruire la personne de Titus Edouard. Rappelons-nous du cas de Barafat Hamidou Yahya qui lui aussi avait osé dire que voilà le chef de l'État, il avait osé, d'après ses lettres épistolaires, dire au chef de l'État que je pense que vous devez vous retirer. Phrase qui n'a surtout pas été appréciée, mais on sait là où il s'est retrouvé aujourd'hui et les problèmes qu'il a eu par la suite, même si quelque part certains se demandent si ces problèmes étaient liés. Donc pour dire que ici il y a une chose, et rappelons-nous les écrits, je pense bien d'Atangana Mebara qui avait dit que cet homme est jaloux pour avoir traîné dans les couloirs, cet homme est jaloux de son pouvoir, rappelez-vous. Donc si on essaie d'agencer cela, vous allez vous rendre compte. Est-ce que c'est une action qui a été recommandée par le chef de l'État? Je ne pense pas. Je pense qu'il y va un peu du zèle de tous ceux qui tournent tout autour du chef de l'État. C'est un zèle. Est-ce qu'il s'est déclaré candidat? Jamais il l'a encore fait. Je pense que nous l'avons reçu sur ce plateau. Jamais il n'a dit qu'il se portait candidat. Il a dit son objectif, c'est 11 millions d'inscrits. Il s'arrête à cette logique. Pourquoi va-t-il se retrouver là? Bon, c'est vrai que quelque part on peut parler d'une promotion, même si à côté de cette promotion, comme cadre technique, il y aura certaines primes qui vont disparaître, notamment les primes de nomination et tout ce qu'on peut imaginer. Allez, merci. Nous prenons le second sujet avec vous, Megui. Voilà, 2 journées de deuil national au Cameroun décrétées par le président de la République du Cameroun en hommage aux 34 militaires et civils portés disparus lors du naufrage du Mundemba, le bateau de l'armée camerounaise qui a coulé au large de Debouncha dans la région du sud-ouest du Cameroun. Toutes les familles sont attendues ce jour donc à Douala pour une cérémonie d'hommage organisée par le gouvernement. Il faut noter qu'à ce jour, seulement 11 corps sur les 34 disparus ont été retrouvés. Oui, mais là, ça cause un problème. Bon, maintenant, sur le plan politique, oui, on peut bien, on dit fils, la patrie reconnaissante, on va... Mais il faudrait quand même, ils étaient une trentaine de gars. Qu'est-ce qui se passe sous terre, dans l'eau? Est-ce qu'on n'a pas pu, comment je vais dire, soulever le navire qui peut probablement, comme disent certaines sources militaires, s'est apaisé sur le corps des autres. Donc on n'a pas pu extirper ces corps-là. Mais on va donc organiser leur deuil comment? Encore faudra-t-il, mon cher Bombok, savoir si effectivement les corps sont en dessous de... C'est ce qu'ils ont dit, c'est de l'avis des sapeurs-pompiers. Ils ont dit que le navire est sur ces corps qui sont sous l'eau et qu'il était question de chercher un autre navire qui tenterait de soulever l'autre et extirper les corps. Mais bon... Mais on dit, nous tous qui sommes endeuillés, c'est toute la nation, et on a comme ça nos 10 fils qui s'en vont et qui vont défendre le territoire national et qui s'en sont allés. Bon, on dirait toujours paix à leurs âmes. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on ne va même pas voir les corps. Moi, ce qui m'énerve, on va d'abord pleurer, qu'on va pleurer, qu'on sait qu'ils sont où. Tu pleures notre deuil comme ça, que tu regardes, tu vois le corps, tu dis, ouais, papa, tu me laisses à qui? Ouais, mon papa, que ton âme repose en paix. Mais je vais partir pleurer, je vais pleurer, où est le corps? Est-ce qu'on ne peut pas fournir des efforts pour nous ramener le corps de nos maris, de nos enfants, de nos petits frères? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour une interrogation, moi, je ne connais pas.
je suis dépassée, les mots me manquent. Et puis le problème, c'est que avec le temps qui passe, les corps se désagrègent, surtout qu'ils sont dans l'eau. Ouais. Donc, plus le temps passe, plus les possibilités de les retrouver s'amoindrissent. Oui. S'amoindrissent. Donc, ça fait extrêmement mal. On doit leur rendre un vibrant hommage, tant pour ces militaires qui ont péri dans l'eau, que pour tous ces militaires qui périssent sous les coups des balles, des bombes et tout, du côté de l'extrême nord. On leur témoigne notre reconnaissance. Allez, pour tous leurs c'est le sacrifices. cas de le dire. Sur ce plateau, Charles Armel. Alors, il faut dire qu'à l'heure où on parle, le ministre de la Défense, Betty Assomo, est au niveau de la base, je crois, pour cette cérémonie d'hommage à cet instant. Je crois qu'il est arrivé à 9h. Il a dit qu'il devait être là à 9h. Il est arrivé à l'heure ponctuelle et je crois qu'on est en ce moment en train de rendre, n'est-ce pas, les hommages à ces différents soldats tombés, on va le dire comme ça, dans l'exercice de leur fonction. Et ils allaient ravitailler, on va dire, des autres soldats compatriotes dans la zone de Bakassi. On ne peut que le dire, vraiment, du courage à ce corps. On sait ce que vous endurez, du courage et encore du courage. À toutes les familles, on ne peut que présenter nos condoléances, aussi sincères soient-elles, et leur dire que vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous. C'est triste, et à celles des familles qui ne pourront pas entrer en possession du corps de leur enfant, on va dire, vous ferez avec. On sait du moins là où le navire a chaviré, on sait du moins à ce niveau. En Europe, peut-être on aurait organisé, comment on appelle ça, on aurait organisé un déplacement avec les familles à cet endroit pour que chacun jette les fleurs. Mais comme ce n'est pas dans nos coutumes, ce qu'on fera, c'est que vous devez rencontrer vos responsables traditionnels pour qu'on se serve de la terre. On se sert même d'un habit qui a été le leur pour pouvoir faire les obsèques. Ça se fait, essayer de le faire pour faire passer cela. Vraiment, condoléances. Allez, sincères condoléances, n'empêche que nous avons également le devoir effectivement de sensibiliser, surtout de dénoncer un certain nombre de faits. Bombok Bengan, nous en parlions très tôt ce matin, la nouvelle expression qui fait savoir effectivement que le Cameroun va certainement pleurer ses morts, mais sans la présence du père. Oui, il y a lieu quand même de... Non, c'est normal. Cette question mérite d'être posée. Parce que lorsqu'on parle de la défense, de la sécurité d'un pays, il y a ce qu'on appelle, et là le premier principe, c'est l'unicité de la défense. Lorsqu'on parle de l'unicité de la défense, ça veut dire que la défense obéit à un seul chef. Donc c'est le président de la République pour notre cas. Non, il ne s'agit pas simplement de signer un décret, il faut aller plus loin en participant, en venant à ces obsèques-là. Il envoie le ministre en charge de la Défense, mais ce n'est pas tout. Il devrait lui-même se déplacer. Et justement, c'est lorsqu'il parle de vivre ensemble, de redynamisation de tissu national, mais surtout de ce qu'on appelle revitalisation des troupes, c'est lui le principal. Et encore que, je pense que la nouvelle expression le relevait encore hier, il semble qu'il y a un climat qui n'est pas bon au sein de l'armée. Et comme ça, il venait lui-même porter ce message-là, 2 jours de deuil national, c'est quand même lui qui a décrété. Donc, il aurait pu manifester de manière physique, venir ce que les propos que tenait Charles Armel tout à l'heure. Rendez-vous compte que si ça vient du chef de l'État, du chef des armées, que non, écoutez, il y a certes des médailles pour cela, mais surtout, c'est de nos fils que nous n'avons pas pu enlever de l'eau. Vraiment, comportez-vous de cette manière, ça calmerait beaucoup de choses. Mais son représentant, c'est Alain Bombok. Oui, c'est ce qu'on a dit, mais il vaudrait mieux que ce soit lui, puisque c'est lui le chef, le patron de l'armée, le patron de la défense au Cameroun. D'accord, on refait le tour de la question, effectivement, de ces 2 jours de deuil national décrétés par le président de la République pour saluer la mémoire de nos soldats qui sont tombés. On a le souvenir, effectivement. Et l'autre chose, parce que beaucoup de compatriotes ont pensé que lorsqu'on dit deuil national, ça veut dire que c'est jour férié et chômé. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour dire que là où on est, tout le monde, tous les citoyens doivent avoir une pensée pieuse pour les dignes fils, nos dignes fils qui sont partis, et surtout, ils se sont engagés à protéger la nation, jour et nuit, voilà, et au risque même de leur vie. Alors, Megui, je reviens à vous. Que se dit-il concrètement sur les réseaux sociaux sur ce sujet, par exemple? Sur les réseaux sociaux, c'est des messages de compassion, de désolation, un peu d'indignation aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison,
peut-être chacun son avis. Donc des internautes qui estiment que jusque-là, ça fait déjà beaucoup de jours que 11 corps seulement retrouvés, que c'est insuffisant, que c'est un scandale. Et donc ils mettent en exergue ici là les limites en termes d'infrastructure, d'équipement, pardon, de sauvetage. Quand on a des drames pareils, est-ce qu'il y a assez de matériel justement pour pouvoir peut-être le bateau qui a... Le dispositif de secours, Charles Armel, je vous l'envoie à tous les deux. Sans te couper, s'il te plaît. Et donc, on a un cas plus récent qui était celui du monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il a fallu donc bénéficier de l'aide des pêcheurs qui sont allés justement dans l'eau pour pouvoir retrouver le repêcher. Donc, d'aucuns se demandent, mais à quoi servent nos plongeurs, voilà. Encore que vous le disiez, ma chère Megui, hein, à force du temps, les corps finissent par se décomposer, les chances de retrouver ces corps-là... Comme on parle de la grande muette, en réalité, on n'a pas voulu rendre l'information publique, mais les sources sécuritaires que nous avons rapprochées nous ont dit, comme disait Megui, non, il y a eu des plongeurs, ils sont allés, ils ont trouvé que le navire était affaissé sur les corps et était difficile de faire remonter le navire pour extirper les corps. Donc, je ne sais pas si d'ici là, on pourrait le faire. C'est peut-être ça, je comprends un peu l'indignation de spécial pour y parvenir, un dispositif spécial. D'accord, Charles Armel. Alors moi, je ne voudrais pas verser dans les supputations pour la simple raison qu'on sait que les gens au Cameroun critiquent ce qu'ils ne comprennent pas pour un certain bout. Vous savez, il faut avoir discuté avec des gens, vous êtes rapproché des gens de ce corps pour essayer de comprendre les difficultés qu'il y a. On parle d'un navire qui a chaviré, même les différents avions qui ont eu à cracher en pleine mer, dont on a parlé. Vous avez rappelé-vous de cet avion M malaisien de la Malaisie. Ça fait combien de jours pour qu'on retrouve les corps? Et est-ce qu'on avait retrouvé tous les corps? Non, il y a des difficultés. L'eau a ses réalités que les gens devraient comprendre. Vous pouvez tomber ici, on va vous retrouver sur 40, 60 km. Ça dépend du cours des courants sous-marins, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent à ce niveau, que la qualité même de temps qu'il fait. Donc je pense qu'il ne faut pas rester derrière la toile et se permettre de dire un certain nombre de choses. Nous sommes dans une situation de malheur. On a pu au moins retrouver 11 corps. Ça suppose qu'il y a quand même eu des efforts qui ont été menés, qui continuent d'être menés. Mais dit qu'il fallait absolument retrouver les 37 corps. Je pense que c'est un début. Je crois qu'il n'y a pas eu possibilité de retrouver les 37 corps et on ne l'a pas fait. Donc si on estime que le navire s'est renversé, les contenants à l'intérieur, je peux savoir. Les gens savent que l'un des premiers principes au niveau de la marine, même dans l'armée de l'air, c'est que chaque commandant coule avec son bateau. On a rarement trouvé un commandant qui a été sain, sauf quand il y a encore des gens dans le bateau. Ça, c'est la première règle. Chaque commandant coule avec son bateau. Tant qu'on n'a pas sauvé tous les commandants, le dernier a quitté du bord. Il y a tout cela. Il faudrait qu'on soulève. Est-ce qu'on a les moyens? La logistique adaptée, point d'interrogation. C'est le premier cas qui nous arrive, parce que ça c'est l'un des premiers cas qui nous arrive. Je pense qu'à partir de là, il faudra tirer les conséquences. Donc j'estime que on ne peut être parfait, mais on tend tous vers la perfection. N'ajoutons pas de l'huile sur le feu. Les familles sont endeuillées, le Cameroun est endeuillé, ça a été décrété. Vraiment, passons cette journée de deuil national dans une pensée pieuse pour ces différentes personnes. Encore que nous leur adressons nos condoléances les plus attristées à ces familles si durement éprouvées du fait de ce naufrage. Megui, quelques réactions en plus? Oui, des réactions donc sur la toile. Notre page 10-12, le Zénith, on a Sylvestre Baïten, la Gazelle, qui nous dit le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Avant de se lancer dans cette voie, il faut d'abord apprendre à se connaître et bien mûrir la réflexion à ce sujet. Je souhaiterais qu'elle en parle à sa famille et s'assurer aussi que le gars en question ne se jouera pas d'elle comme il l'a fait avec les autres. La Gazelle d'Umbam. Tout à fait. Voilà, on a donc Gaston de Douala qui nous dit j'ai besoin d'un conseil, j'ai surpris ma femme en train de faire du poteau, franchement aidez-moi, je suis père de 3 enfants, que dois-je faire? En train de faire le poteau où? À la haine, je suis sûr. Il n'a pas donné.
Non, ça poser dans le couple, c'est la première règle, c'est le dialogue. Vous discutez avec votre épouse, si vous estimez, si elle estime qu'elle va continuer à le faire, vous allez vous séparer sans crier sur tous les toits. Oui. Et maintenant, s'il s'avère que vous avez certains, comment je vais dire, comportements qui l'aura mené là, bon, vous lui dites d'accord, mais n'y allez pas, vous êtes mariés, c'est que c'est pas sur tout le poteau. Quand même, mais parce que ça va donner une autre coloration et les enfants et tout. Oui. On a Blondel Wansitonkam qui dit bonjour à vous, par rapport à ce que maman Eto dit, je suis d'accord, mais je pense que voilà, elle dit qu'il y a des hommes qui empêchent à leurs femmes de sortir afin de travailler. Voilà. Oui, il y en a, mais bon, c'est peut-être par jalousie, mais c'est enfantin. Comme disait la Gazette tout à l'heure, c'est enfantin. C'est pas, même en restant à la maison, elle peut faire... Chacun a sa politique. Vous n'allez pas perdre à quelqu'un qui estime que sa femme devrait rester à la maison. C'est une politique qu'il a. Il discute avec sa femme. Il y a certains hommes qui disent tu ne sors pas de la maison, mais tous les mois, il donne l'argent à la femme comme si elle travaillait. 100 000 francs, ce n'est pas qu'elle reste à la maison, elle ne fait absolument rien. Donc j'estime que si c'est dans cette logique que ce monsieur a estimé, moi je connais un monsieur au niveau de la SEGNA qui travaille véritablement, mais qui a estimé que son épouse, d'ailleurs il vient même de décéder, c'est pour ça que je fais allusion à ça, il vient de décéder, il estimait que sa femme ne devait pas sortir de la maison, il donnait les sommes conséquences à son épouse. Alors ça ne pose, tant que ça arrange la femme, ça ne fait pas problème. Ça pourrait faire problème dans le sens où il n'y a pas, mais de là à rentrer dans le jeu, c'est un jeu propre au couple. Moi je le pense. Justement, on a posé le problème parce qu'effectivement la femme ne veut pas sortir et ça ne les arrange pas. Si c'est un dialogue, si c'est un consensus entre les deux. Si c'est un consensus, il n'y a pas de problème. Et même, ce n'est pas, si ça pose un problème à la femme, ce n'est pas parce que monsieur a de l'argent que la femme ne doit pas pouvoir travailler. Si c'est un problème dans le couple, c'est dans ce cas où c'est dans ce cas que l'internaute dit qu'il y a des femmes qui veulent travailler et leur mari ne permet malheureusement pas qu'elle... Oui, tout à fait. C'est une réalité. Hein. Oui, si le mari est d'accord, on sait au moins que ce ne sera pas ce mari-là qui va traiter sa femme de consommatrice. Oui, voilà, là, il n'y a pas de problème. Allez, merci Meggy pour ces messages. Nous y reviendrons certainement. Le temps est venu pour nous d'accueillir nos partenaires qui nous ont rejoints sur ce plateau. Mais peut-être nous allons prendre interpellation d'abord avant pour prendre également la réaction ou du moins l'avis de ces Camerounais à qui nous tendons généralement le micro dans la rue et qui nous posent un certain nombre de problèmes qui devraient être pris en compte dans notre pays. Voici interpellation. Ça n'évolue pas. On nous parle depuis une kyrielle d'années de l'autoroute Douala-Yaoundé. Et jusqu'à aujourd'hui, 10 ans, 14 ans après, on n'est pas sorti de l'auberge. Et vous voyez vous-même l'état de nos routes dans ce pays. On peut encore se rappeler de l'incident qui a eu lieu à Manaï, où la route s'est coupée et ça a entraîné ce déraillement de train qui a été fatal pour une grande majorité de la population camerounaise. Donc il faudrait vraiment que ceux qui sont chargés d'implémenter les projets, les grandes idées, les grandes réalisations du président Paul Biya, qu'ils se mettent au travail, qu'ils essayent de mettre de côté l'inertie. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec l'inertie, avec la corruption et avec tous ces mots qui minent le système de développement du Cameroun aujourd'hui. La question effectivement de l'état dans lequel se trouve effectivement la voie routière au Cameroun, les crevasses, les nids de poules, etc. et les accidents qui sont enregistrés tous les jours, le compatriote semble s'insurger contre cela et dit, Charles Ramel, que les pouvoirs publics devraient prendre cette question-là un peu plus au sérieux. Alors, moi, je suis d'accord avec ce compatriote. Je suis excessivement d'accord qu'ils disent ce qu'ils disent avec les mots et les expressions qui sont les leurs. Mais je veux lui dire quelque chose. Je me rappelle, nous étions en 2007, les jeunes d'un quartier s'étaient levés pour rembler les différents nids de poules, parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait traîner, ça donnait lieu à l'occasion à ces individus de pouvoir agresser, des agressions. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont commencé à rembler, qu'un agent de la mairie est descendu en disant, messieurs, avec la gendarmerie, pour interpeller ces jeunes et leur demander quelle est la raison pour laquelle
vous êtes en train de combler. Ce n'est pas de votre ressort, c'est du ressort de la mairie. Les jeunes ont dit, ben, nous manifestons ce désir d'aménager. Venez donc faire votre travail. On a gardé ces jeunes au commissariat de Mokolo pendant 2 jours. Je dis bien 2 jours avant de les libérer. Alors, voilà des gens qui ont l'envie de faire. Voilà des gens qui doivent faire, qui ne font pas leur travail. Faites un tour sur l'axe de Bédi, Malangué, tout l'axe de Malangué. L'état de la route est dans quel niveau? Vous voyez, les jeunes ne peuvent pas se lever pour essayer d'arranger. Vous vous retrouvez du côté de l'endroit là où on a inauguré le data center. L'état est lamentable. À côté des péages, l'état est lamentable. Qui doit le faire? C'est les mairies. Vous demandez à la mairie, c'est la communauté urbaine. Vous demandez à la communauté urbaine, c'est les mairies. Finalement, c'est un jeu de ping-pong où c'est les travaux, plus vous ne savez plus qui va faire. Entre guillemets, maintenant, à l'intérieur, vous avez un système de corruption suffisamment bien huilé, bien installé, qui fait en sorte que lorsque le responsable, le délégué départemental, conçoit un projet qu'il adresse, le délégué régional reçoit, il monte, il envoie au responsable, au directeur de la planification, je ne sais pas moi quoi, ceux qui vont recevoir ce projet. Maintenant qu'ils se retrouvent là-bas, c'est des fragmentations. On commence à fragmenter, oui. Votre budget, c'est combien? 15 millions. Vraiment, on m'a donné seulement 10 millions. Tu signes ici, mais 15 millions parce que le chef a coupé. On redescend 5, on descend 3, on descend 2. Quand on arrive au délégué départemental, il y a 1,5 million. Il fait quoi? Il remble les taux. Allez, merci. Voilà, donc, triste constat malheureusement. Mais Guy, quel est votre avis sur la question? Mais le compatriote a tout à fait raison de s'indigner, de décrier cet état des choses. Quand il nous parle ici de l'autoroute Douala-Yaoundé qui, depuis 10 ans, on nous a parlé des travaux qui seraient enclenchés. Et aujourd'hui, on nous parle de 20 km seulement déjà effectués sur combien? 400 km? Voilà, 400 km. Donc c'est une aberration au vu de tout l'argent que les responsables de cet État pillent. Donc c'est scandaleux, on ne cessera pas de le dire sur ce plateau. L'état des routes, l'état de nos villes. On a vu la ville de Penja, la petite bourgade de Penja, c'est à l'image de tout le Cameroun entier. On a Douala, on a Yaoundé, ce ne sont des villes que de nom, mais quand vous allez juste à côté dans d'autres pays, qui ne prétendaient même pas côtoyer le Cameroun il y a quelques années encore, vous êtes tout simplement subjugués. Voilà. Merci, Megui. Bon, Bengan, est-ce qu'il s'agit là d'un manque de politique publique sur la gestion effectivement de ces différentes rues? Parce que le constat est le même, selon qu'on est à Douala ou à Yaoundé, même à l'ouest du Cameroun, c'est généralement le même théâtre, ou si vous voulez, les mêmes tableaux que nous vivons tous les jours. Comment on explique cela? On se rappelle, lorsque le chef de l'État lance la campagne électorale de 2004, Cameroun des grandes ambitions, il était écrit les infrastructures routières comme priorité, des priorités. 2004-2017, ça fait quand même beaucoup de temps. Et on ne voit qu'il n'y a rien. Et qu'un ministre des Travaux publics vient vous dire que non, on va procéder au réaménagement confortatif des routes. C'est-à-dire ce que Jean Lamel disait, au bouchage de trous, pour qu'on se comprenne bien. Donc ça veut dire, comme vous avez dit, que c'est un manque de politique générale. C'est un manque de politique publique sur les routes. Et l'autre chose, je termine par là, comment vous pouvez imaginer qu'on avait créé un fonds routier et que au niveau des paysages, dans tous les axes routiers du Cameroun, que la route commence à se dégrader. Je parle de grands axes routiers. C'est au niveau des péages. Tendance qu'on a à Loé. Le péage de Loé, on l'a déplacé le péage plusieurs fois. À Boumiedel, vous allez voir partout, c'est au niveau des péages que la route se dégrade. Alors que c'est là où ça génère de l'argent. Voilà. La curiosité justement est que ces tronçons, ces axes sont connus de ces gouvernants, mais ils ne font pratiquement rien. Voilà. Tendance que... Je vais encore dire quoi? Vous les Camerounais, vous aimez trop bavarder tant... C'est doucement, allez, mollo, c'est mollo, c'est pas la guerre. Vous avez posé les problèmes, on va résoudre. Vous croyez que Longom n'en voit pas? Ça va aller doucement et un peu. Donc, soyez patient. On ne peut pas seulement se lever matin là parce que vous dites qu'il faut faire telle chose, on se lève, on commence à vite faire, non? On va aller doucement. Donc, eh bien non, d'accord, merci. On va aller doucement sur ce plateau, doucement, effectivement, ce jour de vendredi, consacré à la reconnaissance de ces braves soldats qui sont tombés et dont on cherche encore quelques corps à ce jour à accueillir. Notre partenaire sur le plateau du 10-12, le Zénith, en cette dernière édition de la semaine que nous accueillons derrière cet élément.
The food is as vital as our heart. The food acts as the root to humans, like root does to trees. Root dies first before the tree withers. Food weakens first before the body ages. A WHO survey shows truly healthy people account for merely 5% of the total world population, and people with diseases makes up to 20% of the world's population. 75% of total world population are having sub-health conditions. Sub-health contributes to many diseases, such as cardiac cerebrovascular diseases, tumors, gastrointestinal diseases, and mental diseases. It has become a health killer. Overcome sub-health conditions is now or never. Plus choose 30 years of painstaking research effort. A combination of 5 medical theories. An ideal combination of TCM and a modern, innovative health therapy. Novel alternative therapy based on 5 medical theories. Modern bioengineering miracle. Theory on bodily meridians and collaterals. Allez, retour sur ce plateau. Hugues, bienvenue chez nous, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, l'Onriche, c'est quoi concrètement? Pour que les uns et les autres comprennent. Alors, l'Onriche, c'est quoi concrètement? L'Onriche, c'est qui? Alors, l'Onriche, c'est un fabricant international, c'est un laboratoire médical asiatique, voilà, qui est aujourd'hui leader dans tout ce qui est fabrication de produits de santé et d'applications médicales, voilà. Donc, nous sommes basés en Chine, dans la ville de Guangzhou, de Suzhou, pardon. Suzhou. Voilà. D'accord, mon cher Hugues. Alors, quelle est la différence entre les semelles orthopédiques, vous le dites si bien, et autres sur le marché? Alors, pour exactement expliquer par rapport à notre chaussure que nous avons là, comme vous avez vu sur la vidéo qui venait de passer tout à l'heure, nous allons parler effectivement de la réflexologie plantaire. Alors, c'est cette révolution dans la médecine, dans la science, effectivement, qui pourra aider des personnes qui recherchent le bien-être et aussi aider la plupart des personnes qui ont le manque d'énergie, le sang qui ne circule pas très bien dans le corps, les hormones qui sont un peu affaissées, l'équilibre général du corps en fait. Parce qu'effectivement, la chaussure va travailler sur le yin, donc qui est l'énergie vitale du corps. Donc voilà. Donc là, on a une dame qui est avec nous, effectivement, avec qui on va faire quelques démonstrations, effectivement, pour expliquer mieux au public comment est-ce que cette chaussure pourra fonctionner. Voilà. Donc, elle va la chausser, c'est ça? Elle va la chausser, la chaussure. Vous pouvez voir qu'elle n'a pas de chaussure au pied. Et le premier test que je vais faire avec elle, qui est là actuellement, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider pour le micro. Voilà, exactement. D'accord. Si quelqu'un peut m'aider pour le micro, merci. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de faire des démonstrations avec... Impossible d'ouvrir. Voilà, impossible d'ouvrir. Alors, troisième test maintenant, ça va être la douleur. Normalement, chez tout le monde, que ce soit une femme ou un homme, le bas du ventre, là, ça fait très mal. Donc, on va appuyer. Est-ce que vous ressentez mal? Pas tellement. Pas tellement, voilà, exactement. Parce qu'effectivement, ça humilie son corps et puis maintenant, ça réduit les douleurs. Donc, c'est un peu ça par rapport à la chaussure. Donc, chacun peut trouver son compte dedans, papa? Exactement, chacun peut trouver son compte dans la chaussure tendance. Tout le monde. Donc, tu peux donner le prix en direct. Alors, effectivement, pour donner effectivement le prix, nous souhaitons effectivement que des personnes viennent dans notre centre. Effectivement, nous sommes à Bonapriso. Nous sommes à Bonapriso dans notre centre pour permettre effectivement de mieux expérimenter la chaussure. Donc, des personnes qui sont hémiplégiques, les personnes qui ont eu une crise d'AVC, hémiplégique du visage, voilà, de la voix, de la mobilité en général, pourraient venir dans notre centre. Nous sommes à Bonapriso. Deuxième entrée après Obama Fashion. Donc nous attendons cet après-midi. Qui peut la porter, qui ne peut pas la, porter? Alors, qui peut porter la chaussure? Effectivement, déjà, tout le monde qui recherche le bien-être en général. Tout le monde qui recherche le bien-être en général. Mais en particularité aussi des personnes là qui sont faibles en termes d'énergie. Alors, ils ont eu une crise d'AVC, ils ont des dysfonctionnements hormonaux, ils ont des problèmes endocriniens, peut-être le rhumatisme, les problèmes d'accouchement, les problèmes de règles douloureuses et l'énergie en général, voilà. Et ceux qui ont les pieds de, comment on appelle, les pieds de Guilobé, donc ceux qui chaussent 57, 47, alors nous avons toutes les pointures, jusqu'au 50, 60. Nous avons toutes les pointures. Celui qui vient
voudrait peut-être se préparer, peut-être en se préparant, il ne faut pas arriver à repartir. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette, si possible? Exactement, on peut avoir une fourchette avec un 300 000 francs, vous pouvez avoir la paire de chaussures. Par exemple. Voilà, exactement. Donc je vous dis déjà que par rapport à la pointure, vous parlez de la couperture, et on sait que la couperture, c'est des aiguilles qu'on pique dans le corps à certains points vitaux et tout, yin et yang. Est-ce que ça pique en dessous ou bien c'est juste, c'est confortable? Parce que... Voilà, exactement. Vous avez très bien compris l'acupuncture. Donc, la chaussure fait la réflexologie et l'acupuncture. C'est une acupuncture non réversible. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'aiguille. Mais au niveau de la plante des pieds, comme il y a tous les terminaisons nerveuses au niveau de la plante des pieds, ça va essayer de connecter avec les points réflexes du corps. Voilà, comme vous pouvez voir sur l'image là-bas, la plante des pieds, vous allez voir le foie, le cœur, la colonne vertébrale et tout. Tous ces organes du corps sont reliés avec les points réflexes qui sont dans notre corps. Voilà, c'est pourquoi quand j'ai touché le bas du ventre de la dame, elle n'a plus de douleur. Voilà, parce qu'effectivement, la chaussure va neutraliser cette douleur dans son corps. La chaussure équilibre sa colonne vertébrale à la base. C'est quoi les ingrédients qu'on retrouve dans cette chaussure pour la composition? La composition, voilà, exactement. Nous avons dans la chaussure des ingrédients, déjà le magnétisme, déjà à la base. Oui. Nous avons de la polymère haut de gamme en forme nano. Nous avons le clou de girofle. Voilà, ça va étonner le clou de girofle qu'on prépare avec un super antibiotique, un antidouleur. Voilà. Nous avons du thé vert à l'intérieur de la chaussure. Nous avons le bois de sandal qui existe beaucoup plus en Asie, voilà exactement. Et le numéro de téléphone, voilà. papa? Alors, nos numéros de téléphone peut-être s'affichent au bas du petit écran déjà, mais vous pouvez déjà contacter le 6 94 64 67 67. Voilà, vous pouvez contacter le 6 71 84 71 62. Vous pouvez contacter le 6 77 17 00 00. Donc, vous pouvez nous contacter n'importe où, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, à Ngaoundéré, même à l'extérieur du pays. Voilà. Donc, pour les médecins, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les gens qui font de l'orthopédie, tous ceux qui travaillent avec les os, les neurologues et tout, ils pourront nous contacter pour avoir plus d'informations sur les chaussures pour pouvoir aider leurs patients. Nous sommes aussi ouverts à la distribution dans le monde, voilà exactement, en Afrique et à l'étranger. À l'étranger, merci infiniment Hugues Tchoko d'être venu nous parler effectivement de Longwish et de ses chaussures, qui semble être la solution à beaucoup de mots, hein, comme alors, on en si connaît chez nous. Un tout dernier mot. Voilà, un tout dernier mot, merci encore. Je veux rappeler le lieu de localisation. Nous sommes à Douala, au quartier Bonapriso. Deuxième entrée après Obama Fashion, avant le carrefour Armée de l'Air. Donc nous sommes ouverts tous les jours à partir de 9h. Donc vous pouvez recevoir demain à partir de 10h et même tout à l'heure, même le dimanche aussi. Merci Hugues, merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Du 10-12, le Zénith, voilà. Donc finalement, Meggy, on a quelques petits messages qui nous sont parvenus pendant que nous recevions nos amis. Oui, des messages, et justement celui de Sa Majesté, chef de Bilonguet, Emmanuel Tala, qui nous dit « Tant qu'un couple ne regarde pas vers la même direction et ne dialogue pas, ils vivront toujours dans la bataille comme deux adversaires dans un stade de compétition. » Absolument, absolument, c'est Sa Majesté, absolument. Sévérin de Limbé, pourquoi faire des funérailles des soldats à Douala alors qu'ils sont tombés à Limbé? Non, c'est pour cette raison que Charles Hamel a reprécisé tout à l'heure qu'au-delà de l'hommage de la nation à ses dignes fils, il faudrait que chaque famille se réfère à sa tradition pour faire ses funérailles. Pour ceux qu'on n'a pas retrouvé le corps, ils ont sûrement des habits à la maison. Il y a des cérémonies que nous, les traditionnalistes, vont faire pour faire ce deuil-là. Mais cela n'empêche pas l'hommage général de la nation à ses dignes fils. Alors, Hervé, depuis qu'on s'en bat, je me demande pourquoi est-ce que Penja n'a jamais changé. C'est la malédiction de toutes les villes coloniales. Est-ce que Dizangue a changé? Dizangue n'a jamais changé, Loé n'a jamais changé. Allez, merci chers tous, on va s'arrêter le temps d'une seconde pour accueillir notre second partenaire qui nous a rejoint pour le compte bien sûr de ce vendredi. C'est bien sûr Bertrand Lé. Et le programme du week-end à la Sanza, nous accueillons Bertrand Lé derrière cet élément.
Allez, nous y reviendrons certainement. Bertrand Lé est sur ce Club raison. La Cincinnati Club raison. DJ qui va. La Cincinnati Club raison. Bertrand Lé, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tout le panel. Allez, le programme bien sûr de ce week-end, que doit-on savoir? Oui, le programme de ce week-end, j'étais de disance bonjour à tout le panel et à toi bonjour Didier. Le programme de ce week-end dévoile au regard de tous ces téléspectateurs ce matin, le programme annoncé il y a plus d'une semaine déjà, l'artiste Mister Léo. Il est déjà dans la ville de Douala et vous offrira des merveilles de par, n'est-ce pas, la proposition de son répertoire qu'il mettra au devant, bien sûr, de la scène. Pour vous qui prendrez le temps de faire le déplacement, mesdames et messieurs, on l'a toujours dit, hein, appelez pour faire des réservations pour pas arriver et trouver des places occupées. Alors, ce vendredi, à partir de 22 h, Mister Léo, c'est plus en fait, c'est plus une histoire, mais une réalité à vivre et à toucher du doigt. Ce soir à la Sanza Night Club de Douala, c'est à partir de 22 h. Retenez-le, les vendredis et le samedi étant 100% VIP. Chez nous, le client étant roi, nous faisons la part belle à vous qui choisissez ce cadre-là pour mieux vous divertir. Demain samedi, également avec Disca la demande, vous faites le choix de vous déplacer, de vous amuser et même de passer vos commandes de musique. Les DJ Performance, n'est-ce pas, se feront le plaisir de distiller cette chanson pendant la dite programmation. Le dimanche, la discothèque de Papa pour le rappel des mémoires, les succès du passé. Nous offrons un ressassement du temps passé à toutes ces personnes-là qui fassent le déplacement à partir de 17 h tous les dimanches. Nous leur faisons revivre leur tendre enfance avec une programmation musicale d'antan. Alors, ils trouvent satisfaction. Ça, c'est pour le rendez-vous de tous les dimanches mené de main de maître par l'araignée noir Félix Patoupé, bien sûr tenu sur le côté, par toute l'équipe marketing. Le lundi, mesdames et messieurs, pour les soirées de la semaine et à thème, nous vous offrons, comme on l'a toujours dit, hein, une énième du genre, les soirées piscine party. C'est à découvrir, mesdames et messieurs. Vous qui n'avez pas encore eu l'opportunité de véritablement vivre cela en direct et vous ne les voyez que sur des réseaux sociaux, il sera bien temps de faire le déplacement pour mettre en exergue l'ambiance des vacances et du nightclub, n'est-ce pas? Ce qui vous est proposé, qui soit la piscine party des lundis. Les mardis, soirée Seduction Night, la femme au devant de la scène pour prendre la peine de se mouvoir au devant des regards avec une prestation scénique offerte à l'endroit de vous, téléspectateurs qui faites le déplacement pour vous amuser vraisemblablement dans ce lieu qui se veut actuellement mythique pour la culture et la détente, le divertissement dans la ville de Douala, la Sanza Night Club. Mercredi soirée Créa Show, c'était une merveille mercredi dernier. Alors, choisissez de venir très souvent vivre et toucher du doigt, n'est-ce pas, tout ce que la Sanza vous propose en matière de soirée à thème. Jeudi, qui était hier, nous avons pris la peine de pouvoir présenter au devant des regards de la promesse. Pratiquement aucune responsabilité, pratiquement. C'est une sanction. Il faut pas parce qu'on a peur. Bon, parce qu'on a peur qu'il va porter la voix. Peut-être qu'il va être en train de faire une mobilisation citoyenne et qui pourrait déranger le régime. Mais à ce moment, il fallait donc qu'on le laisse à la faute. Par exemple, qu'on le laisse qu'à travers les antennes de cette radio, qu'il développe un discours qui soit incompatible avec l'orientation éditoriale. Et là, ça pourrait donc amener même au licenciement. Mais on ne l'a pas laissé. Nous avons reçu qu'Abraham Libye n'est pas l'ennemi du régime en place, il n'est pas l'ennemi du pouvoir en place. Il n'est d'ailleurs pas candidat. Il n'est d'ailleurs pas candidat encore déclaré, donc il nourrit quelques ambitions. Il aide même Paul Biya pour mobiliser les citoyens à s'inscrire. Donc c'est de cela qu'il est question. Mais bon, on entend un peu de tout sur la toile. Merci Megui, merci Charles Armel. Bombok Bengan, merci également. Tendance Kenya, merci infiniment. Excellent week-end à vous. Et à tous les téléspectateurs, nous vous souhaitons un agréable week-end et dans l'espoir de vous retrouver lundi. Portez-vous bien, mais surtout bonne suite des programmes sur Radio Equinox. Sur Equinox Télévision, plutôt.
l'éloignement des pouvoirs publics qui ont hérité de la colonisation certains semblants d'industrie dans ces localités. Merci pour cette lecture. On va prendre celle de Tendance Kenyé sur la ville de Penja. Je connais même toutes les zones là. Je connais Njombe, Penja, Banga, Ndjongo. Mais à Penja aussi, je connais Kaka Oton, Doko. Il y a encore quelques quartiers à Penja que j'ai oublié. Mais sauf que je veux savoir où sont passées nos bananes de Penja. Parce qu'à nos jours, si on marche pour manger la banane, c'est le problème. J'ai connu moi Penja que derrière les bananes. Même quand j'étais dans mon black, à Douala, quand on arrivait à Penja, on connaissait déjà que non. On arrive à Penja parce qu'on regardait les bananes. Qu'est-ce que les bananes deviennent dans la vie de Penja? Point d'interrogation. Nous voulons nos bananes. C'est ce que j'avais à dire ce matin, Tony. Parce que je vais encore te dire quoi. Allez, une colère qui porte sur l'état dans lequel se retrouvent effectivement ces différentes villes, entre guillemets, ou du moins dites coloniales, notamment celle de Penja, telle que nous le rapportait encore Charles Armel dans le cadre de sa colère. Megui, quelle lecture? Mais écoute, Didier Patrice, au risque de me tromper, parce que c'est une ville que je ne connais pas vraiment, hein, sauf quand je suis de passage, donc je la découvre un peu plus là au travers de ces images qui nous ont été proposées par Charles Armel. Ben, ça se voit que ça ne va pas du tout de ce côté. Peut-être c'est aussi à l'image de tout le Cameroun. Cette petite localité-là, à travers les images, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots qui y sont. Mais bon, j'espère que les autorités publiques là-bas, la mairie, s'entend, vont justement se focaliser sur la restauration de cette petite ville. Allez. Une restauration. Oui, Charles Armel, pour sortir justement du sujet, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Alors, il faut dire que la ville de Penja est une ville grenier. Quand on parle de ville grenier au Cameroun, on peut parler d'une ville comme Djombe, on peut parler d'une ville comme Penja, on peut parler d'une ville comme Konsamba, on peut parler des villes comme Melon, parce que c'est le grenier du Cameroun. On y retrouve et de nombreuses choses y sortent. On va parler de cet artiste, rappelez-vous, lorsque Wes Madiko, une star interplanétaire, était arrivé au Cameroun, il a lancé un projet, un projet vivant pour la zone de Penja. Alors le projet qui n'a pas vu le jour, parce que ce projet a été torpillé de gauche à droite, c'était notamment dans la zone de Mouetaba qu'il voulait lancer ce projet. Il a commencé par une école, il a commencé par construire des salles de classe, il a commencé à porter en termes de production, d'adduction d'eau de ce côté, mais ce projet a été torpillé par certains agents tapis dans l'ombre. Pour quelle raison, personne ne le saura. Vous avez une zone comme Mpula, c'est une zone véritablement bien développée, où on retrouve les vestiges allemands. Je m'attendais à ce que le ministère du Tourisme s'intéresse à une zone comme celle-là, qu'on essaie de restaurer ce patrimoine. On parle de Bimbia, mais allez faire un tour de ce côté de Mpula, vous allez vous rendre compte que c'est là où on cultive le cacao, le café, c'est là où certains nordistes viennent acheter les colas qui sortent de la forêt. Allez voir le dispensaire, je vous assure qu'aujourd'hui, Penja est l'ombre de lui-même. Je m'attendais à ce que Paul Éric Kinguet, qui a lancé un parti politique, qui a rassemblé les gens dans cette zone, démarre sa campagne avec des objectifs comme cela, avec des promesses comme cela, de dire, écoutez, les choses doivent changer. Mais que rien. Je vous assure, Penja aujourd'hui est l'ombre d'elle-même. Pourtant, cette ville était appelée à l'époque Boston. C'était un Boston parce que cette ville véritablement brillait. On a connu une équipe Vasco. Cette équipe a brillé pendant tous les derbys dans toute cette zone. Je pense qu'il faudrait revenir. Quel est le rôle de la mairie? Est-ce que la mairie n'est pas peut-être dépassée par la gestion de Djombe et Penja? Est-ce que cette mairie n'est pas fatiguée? Il faudrait qu'on essaie de revoir un peu les choses à ce niveau. Allez, d'accord. Je ne sais pas si Mbomboguet cet avis de toutes les façons. Il y a peut-être l'urgence d'agir et surtout de jeter un regard objectif sur ces différentes villes qui ont quand même bercé, non pas quand même, qui ont bercé l'histoire du Cameroun, Mbomboguet Bengan. Oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est Didier Patrice, c'est des villes qui ont montré, comment on dit ça, l'embryon de ce qu'on pourrait appeler, ou alors ce qu'on a appelé dans d'autres pays, les villes industrielles. Oui. Donc, si vous regardez tout le long de la route qui va vers le Mungo jusqu'en Konsamba, en réalité, on aurait dû les transformer de ce qu'on appelle dans d'autres pays les black countries. C'est-à-dire que là où on devait commencer un développement industriel, mais industriel ici, surtout avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'on devait rendre nos produits agricoles avec, je veux dire, de manière plus industrielle jusqu'à l'exportation. Mais l'orientation, là, c'est une analyse que je fais, je n'ai pas lu ça quelque part.
l'orientation, me semble-t-il, du gouvernement ou alors des gouvernements des deux régimes en place, c'est que on voudrait les conserver en village. Village, pourquoi? Parce que ces entreprises-là, beaucoup, ou alors que certains sont enregistrés dans la division des grandes entreprises à la direction générale des impôts. Mais elles continuent à payer des impôts comme si elles étaient les coopératives villageoises. Donc, il me semble qu'on les maintient exprès dans ce statut-là. Parce qu'on ne voulait pas, premièrement, avoir l'industrialisation du Cameroun. Et deuxièmement, on veut les maintenir dans une espèce de statut où c'est les Occidentaux qui en profitent. Parce que figurez-vous que lorsqu'on commence la privatisation, la liquidation des entreprises parapubliques, on commence par l'Office camerounaise de la banane. Et on confie à l'entreprise américaine Del Monte. Et c'est toutes ces régions-là. Donc, parce qu'on a parlé de Penja pour prendre une ville dans la défi. Le salaire n'était pas très bon pour élever. À l'époque du sténodactylo, de la sténodactylo, vous touchez combien? Oh, je n'atteignais pas 50 000, papa. Le jour que c'était bon comme ça, j'avais 60 000. Ok, ici, là, c'est 60 000, c'est la journée. Maman dit qu'elle ne dit rien. Je ne dis rien. Ne dites rien. Ça va, c'est bon. Parce que Jean Labert veut seulement que je sorte ce que je ne devais pas sortir. Mais je n'ai rien dit. Vous voilà où je n'ai rien dit. Bon, nous, ce qu'on a retenu, c'est que finalement, après justement cette épopée de la sténodactylo, vous vous sentez plutôt bien dans votre nouvelle activité qui consiste à proposer aux gens de manger selon leur poche. Les contraintes de la surenchère ne sont pas au rendez-vous chez vous, Madame Mbeng. Marie-Louise, mais parlez-nous un tout petit peu des difficultés que vous rencontrez également dans l'exercice de cette activité. Non, il y a des malhonnêtes. Tantôt, quelqu'un arrive, me dit, je t'ai donné l'argent, tu ne m'as pas remboursé. Arrête bien le micro, maman. Tu ne m'as pas remboursé. Bon, voilà, il faut que je rembourse deux fois. Parfois, d'autres viennent, des problèmes. Non, mon piment, là, ça fait comme ça. Ajoute le piment. C'est beaucoup, il y a des problèmes. Les gens qui prennent money, ils viennent pas rembourser. Il ne te dit même pas qu'il prend un crédit. Il mange bien. Après, il se lève. Au revoir. Je veux passer plus tard. Plus tard, là, quand tu le rencontres à l'autre, tu demandes, mais c'est comment? Puisque c'est déjà une industrie, pourquoi ne pas recruter des gens qui vont vous accompagner? Non, je suis avec ma fille. J'ai mes enfants j'ai ma première fille avec qui je travaille. Je travaille avec ma première fille, qui s'appelle Ngom Janine Caroline. À qui tu fais un coucou? Oh, très chérie. Oh, ma chérie. Elle ne va pas à l'école? Elle va à l'école présentement, même j'ai ma fille là qui a eu son BTS hier. Ah, oh, le Christian. Chérie, donc, maman, dites-nous un peu des choses. C'est la saison de pluie maintenant. Oui. Est-ce que vous avez un hangar ou un j'ai le hangar, papa. J'ai le hangar présentement. J'ai habillé avec le plastique parce que quand le vent passe là. Oui, c'est la saison. Et comme votre activité se fait la nuit, je pense que les mairies, vous n'êtes pas astreint au ticket de la mairie, occupation temporaire là-bas. Non, ça, on ne vous dérange pas les nuits. Non, mais la mairie ne me dérange pas. Par contre, je paye à à celui qui me fait l'espace. D'accord. C'est combien vous louez ça, Non, je donne dans de la lumière. Je ne peux pas dire que je paye, c'est la lumière. Je paye la lumière. Et j'ai fait le hangar moi-même, c'est la lumière, c'est entre nous là-bas. Dans mon petit bar là chez Tantine Nicole. Donc, est-ce que c'est de manière stratégique que vous avez dit, moi, je ne fais pas les poissons qui coûtent 3 000 parce qu'il n'y a pas l'argent dehors? Vous vous êtes dit, je m'occupe de ceux qui peuvent payer à 250, à 300 et tout? Oui, c'est surtout ça, vraiment. Ça ne va pas, il n'y a pas l'argent dehors. Avec 250, là, 300, ça passe. Or, j'ai essayé une fois avec le poisson de même de 1000 francs. J'étais obligé de manger. Maintenant, avec 250, avec son bâton, 50 francs, 300. Donc, même les capes, tu ne vends pas matin. Ce que je trouve dans mon sac, si ça dépasse 1000 francs, je ne suis plus là parce que je n'ai pas la clientèle de 1000 francs. Ma part, c'est 300. C'est pour tout le monde. Si vous voulez manger beaucoup, vous achetez pour 10 poissons, 3000. Vous asseyez, vous mangez. Mais je suis là avec mes 300. 3000, 400, le plus cher, 500. Et tout le monde trouve son compte. Tout le monde trouve son compte. Vous vous ravitaillez où? Pardon? Vous vous ravitaillez où? Je me ravitaille au port de pêche et à Youpé. D'accord. Et quand vous n'avez jamais eu de problème, on sait que les fruits de mer sont très délicats. Il y a des clients qui ne sont jamais revenus se plaindre de ce que le poisson que vous avez proposé à tourner.
quelque chose A comme causé ça. la diarrhée à quelqu'un? Non, je ne vends pas ça, je ne vends pas. Je vous dis bien, très bien que on passe la commande chez moi. Donc avant de poser mon poisson, je suis sûr de mon poisson. Oui, mais parce qu'on a justement des commerçants qui font dans le même domaine que vous. Quand elles rentrent avec le poisson chez elles et que après ça se gâte, elles reviennent parce qu'elles Non, veulent moi pas je ne perdre. reviens pas comme ça. Déjà que mon poisson est dans la glacière avec de la glace, donc c'est toujours frais. Quand je pars de la maison, je sais que ce poisson est meilleur. Et ça va arrêter, ça ne va pas. Je laisse à la maison, je fais fumer pour préparer autre chose, mais pas pour vendre. Je ne peux pas vendre du poisson à mes clients. C'est pour ça que j'aime même la clientèle. C'est autant de choses qui font que les gens viennent constamment. Les gens sont réguliers, donc j'ai une clientèle régulière. Et c'est un métier que vous comptez faire jusqu'à pour longtemps encore, ou bien vous allez vous arrêter, parce qu'on sait quand même que ces commerces-là qui nous mettent en contact direct avec le feu, comme le disait Charles Armel, c'est souvent très dangereux. Ça cause pas mal de maladies, et voilà. C'est vrai que je compte arrêter, mais il va falloir déjà que je sois bien assise. Pourquoi? Parce que mes enfants sont là, ils ont les diplômes, ils ne travaillent pas encore. Dès que mes enfants ont l'opportunité de trouver quelque chose, je vais m'asseoir aussi, je commence à... Comme Laetitia a eu la licence hier. La BTS, maman banque, BTS banque, Laetitia, ma petite Laetitia. D'accord, madame. Donc, quand on va commencer à travailler, c'est où tu vas laisser le poisson? Je laisse tout ça. J'ai même mon Constant Joël qui est ingénieur, qui est sorti ingénieur depuis 3 ans. Il n'y a pas de travail. J'ai des enfants qui ont les diplômes, mais il n'y a pas de travail. Donc, ce sont eux qui vont m'enlever dans la souffrance. Vous êtes marié? J'étais marié, papa. Et vous avez quitté mon papa, pourquoi alors? Moi, j'appelle tous les hommes papa. Voilà, j'appelle les hommes papa et chéri. Et le mariage est fini parce que... Le mariage ne peut pas finir, c'est toujours la mère. On fait ça en lâche ou non? Ça veut dire quoi? Et vous avez la définition de la circonscription administrative, mais en fait, il s'agit là de toutes ces villes-là qui ont eu cet embryon de développement industriel. Donc il s'agit, les deux gouvernements en question n'ont pas voulu qu'on prenne ça comme des développements, des histoires de développement économique. Regardez également Dizangue. On vous parle de Dizangue, de Safakam, un certain nombre de choses. Mais ça date depuis des années 20 et un peu avant. Alors, pourquoi une ville comme Dizangue est complètement là-bas? Il a relevé tout à l'heure l'aspect touristique. Il y a un lac là-bas qu'on a complètement abandonné, lac Youssa. Donc c'est la même chose du côté de Mungo, c'est la même chose du côté de Tico. Et on vous dit seulement que telle entreprise va organiser un tournoi de golf. Bon, le golf, qui joue au golf, c'est des multimilliardaires, c'est pas nous. Et c'est même le lieu où ces élites, ces grosses pontes du régime vont se reposer. Bon, ils sont là-bas constamment. Parce que vous savez, il y a des chalets qui sont minutieusement installés derrière ces camps de bananes. C'est là qu'ils vont se reposer. Donc moi, j'estime qu'à un moment donné, il faudrait revenir. Et même si les pouvoirs publics ne font rien, quand même, cette ville a des élites. Elle a des élites. Je crois qu'une fois, c'est Sa Majesté Songa Daniel qui a essayé d'oser appeler les élites en disant, mais regardez, la ville se meurt. Est-ce que vous vous imaginez qu'une zone comme celle-là, c'est devenu difficile pour entrer dans les forêts et ressortir les produits? Je dis ne serait-ce que les produits. Les pistes agricoles ne sont pas aménagées. Encore quand les hélicoptères des pulvérisent certains produits sur les bananes, sur les trucs, et ça affecte les populations. Donc je pense qu'il faudrait faire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de recadrer? Si on voudrait faire de cette zone une zone complètement morte, il faut recadrer complètement les populations. Mais est-ce que les populations natives de cette zone, les filles de cette zone sont prêtes à quitter, tant on sait que de plus en plus, les champs de bananes sont en train d'envahir les villages de ces différentes populations. Est-ce que ces bananes ne profitent pas aux populations? Voilà, donc la nécessité en fait d'impulser peut-être une nouvelle dynamique qui puisse s'intéresser à ces différentes villes. Merci infiniment. Nous allons certainement poursuivre les échanges sur effectivement l'état dans lequel se trouve la ville de Penja à ce jour, malgré l'existence, comme Charles Mel l'indiquait, des élites bien sûr de cette localité qui pour la plupart s'intéressent pratiquement à leurs différents positionnements sur la scène politique et ne tente pas d'impulser une donne sociale quand même qui puisse redynamiser ces belles localités. Nous sommes portés à un peu plus de 10h30, donc heure à laquelle nous recevons effectivement notre invité, comme généralement c'est le cas, et le vendredi, nous le consacrons au petit métier. Donc nous recevons
Madame Mbeng Marie-Louise qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau échanger avec nous sur son activité et comment cela se déroule. Madame Mbeng, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour le panel. Bonjour. Mamie Poisson, doit-on dire? Bonjour Mamie Fiche. Yes, bonjour. D'accord. Alors, on va rappeler que votre activité consiste à faire du poisson à la braise. Oui, ce qu'on appelle généralement poisson braisé. Oui. Dites-nous comment ça se passe. Ça se passe tous les soirs chez moi, les petits poissons de 250, 300, 400, 3500. Tous les soirs, dès 18h, j'allume mon feu. Je suis prête à 18h30, 19h. Vous pouvez déjà consommer bien. Alors, qu'est-ce qui fait justement que votre activité, ou du moins votre secteur, soit couru de ceux qui sont effectivement... C'est mon piment, papa, c'est mon piment. C'est l'assaisonnement qui les tue. Je ne fais pas, ce n'est pas la magie. Je n'ai rien sous le grillage là. C'est le piment. C'est le piment qui est... Donc, comment, maman, je ne vais pas donner tout mon secret ici, là, passer seulement voir, goûter seulement. Je ne fais pas exprès. J'ai touché ça, j'ai vraiment touché le piment là. Allez, quand tu passes là-bas, tu... C'est de quel côté, mamie? Je suis au PK13. PK13. Quand on arrive à PK13, on fait comment? Il faut dire... Quand on arrive au PK13, avant barrière Sitabac, quand tu viens vers Dokoti, avant la barrière de Sitabac, quand tu viens vers 14 là-bas, fin barrière Sitabac. Donc, ça dépend, comme tout ce temps-ci, le marché est mort. Mais quand il y a le marché, mon sac passe. Mon marché passe. Vous ne voyez pas comment je brille. Je ne vais pas donner le montant ici pour que le soir me tire au cou. Parce qu'il y a les petits garçons là qui m'attendent quand je rentre. Je ne donne pas le montant, mais je sais que ça donne. Voilà. Vous voyez, regardez-moi. Vous voyez, je suis comment? Très bien. Magnifique. Oui, matin. Je suis comment, maman? Non, tu je pète la forme, non? Oui, tu les petits poissons. Alors, Charles Armel. Sachant que toute activité qui se déroule tout autour du feu a souvent des inconvénients. Comment vous réussissez à vous protéger des inconvénients du feu? Non, pour le moment, très souvent, je me rends à l'hôpital, je prends du lait, le lait non sucré, comme on m'a conseillé, d'en prendre très souvent. C'est un médecin qui vous a conseillé ou bien c'est les gens au quartier qui vous conseillent? Non, je ne fais pas des trucs de quartier. Je vais souvent à l'hôpital, parce que l'hôpital maintenant est devenu un peu moins cher. C'est 1000 francs la consultation. Dans quel hôpital? Je vais à Lokbaba ou Cité de Palmé, c'est qui est proche de moi là, c'est là où je vais. Donc j'ai les petits trucs là pour le calcium, les petits trucs. Avant de vous lancer dans cette activité, vous faisiez quoi dans la vie? Avant de me lancer, j'ai essayé de faire le secrétariat qui n'a pas donné par rapport à... Quel secrétariat? L'ancien avec la sténodactylo ou bien avec l'informatique? Non, c'est après que j'ai voulu apprendre, mais sinon que je suis quand même allé un peu dedans. Mais j'ai fait avec la dactylo. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait abandonner pour... Il n'y avait pas... Dire la première chose qu'elle pourrait, en m'alignant sur les propositions faites par Charles Armel, elle associe sa famille et la famille du garçon là-dedans pour que la décision soit prise de commun accord. Deuxièmement, qu'elle n'attende pas de faire un enfant, c'est-à-dire qu'elle peut aller directement. C'est-à-dire quand la fille va en mariage avec le consentement des deux familles, on va lui établir l'acte de mariage, bien entendu. Et l'autre chose, c'est que elle prenne les autres enfants comme ses propres enfants. Doit-elle ou non partir? Elle doit aller en mariage. Voilà. Elle doit aller en mariage. Merci. En tout cas, le débat se poursuit via les codes d'accès qui sont affichés au bas de l'écran pour vos différentes réactions. Nous allons embrayer avec effectivement la colère de Charles Armel qui va s'attaquer à un volet essentiel qui est celui forcément de l'état de nos différentes villes aujourd'hui. Et la question est celle, bien sûr, de la ville de Penja. Voici la colère de Charles Armel. Jour, sur l'épineuse question de l'abandon des principales villes greniers du Cameroun. Oui, je m'interroge sur la ville de Penja qui se meurt de sa propre mort. Alors que Paul Erikingé, l'homme du changement, parle de tout, sauf de cette ville qu'il prétendait défendre pendant son incarcération. Qu'est-ce qui arrive à la ville de Penja, jadis appelée Boston? Savez-vous que cette ville, par le passé, était citée comme le grenier du Cameroun à cause de la densité et la vitalité de sa population, ainsi que ses énormes ressources agricoles? Comment comprendre que la ville de Penja brille aujourd'hui par une insalubrité totale?
Savez-vous qu'en saison de pluie, l'accès à plusieurs quartiers est un parcours du combattant? Il vous suffit de faire un tour dans la ville pour réaliser tout l'abandon de projets routiers. Comment comprendre que le stade municipal se trouve lui-même dans un état de décrépitude avancée, alors que par le passé, ce mythique lieu a abrité des portants débits de football? Cherchez encore dans la ville, vous retrouverez des anciens joueurs de Vasco Football de Pénja. Comment comprendre l'inertie des élites de la ville de Pénja? Savez-vous que même le marché central de Pénja offre un spectacle désolant et désopilant? Vous avez des boutiques dont les pans de murs entiers tombent en ruine, des tôles qui ne cessent de disparaître, les portes n'existent plus, l'abattoir n'est plus que son ombre. Savez-vous qu'à la place du marché, c'est plutôt un dépotoir d'ordures, un environnement favorable aux maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde, qui sévissent depuis plusieurs années au Cameroun? Comment comprendre le fait que les usagers payent les obligations auprès de la mairie et des impôts alors qu'en retour, ils n'ont droit à rien, même pas de toilettes publiques dans la ville de Pénja? Comment comprendre cet abandon de la jeunesse de Paul Biya, celle de Pénja, par les autorités et surtout la tromperie des individus qui, après avoir partisé avec les pontes du pouvoir dans l'antichambre de la cupidité, font miroiter bonheur et espérance à cette jeunesse complètement meurtrie? Savez-vous que la ville de Pénja n'a aucun lieu de divertissement pour les jeunes, pas de bibliothèque municipale? L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, le chômage sont des problèmes qui minent la population. Et pourtant, il y a une entreprise qui, depuis des années, ne passe le temps qu'à extraire les bonnes bananes et peut-être en ce moment le poivre. Savez-vous que l'hôpital, qui jadis était un hôpital de référence, est devenu une mini-cité où un seul individu distribue des contrats de bail au détriment d'une population mourante? Devant cet abandon généralisé et révoltant, une question mérite d'être posée. Y a-t-il encore une mairie ou un maire dans la ville de Pénja qui permet de bénéficier des programmes d'urbanisation et même de se battre dans la recherche des partenaires étrangers pour signer des contrats pour son développement? Savez-vous que la ville de Pénja est devenue à ce jour un no man's land où règne la loi de la jungle instaurée par les prévaricateurs des biens publics et les bandits à col noir qui s'y comptent par centaines? Allez, merci. Cher Larmel, Bombong Bengan, quelle analyse en tout cas? Non, la première analyse, c'est que c'est une ville coloniale. Et comme toutes les villes coloniales, ces villes-là sont appelées, j'allais dire disparaître, mais c'est peut-être pas le mot, mais ces villes sont appelées à ne pas connaître leur essor de développement. C'est des premières villes. Quand on parle de Pénja, on peut ajouter Kongsamba, on peut mettre Edea, Ezeka, Dizangue, Tiko, je pense dans certaines mesures Beya. Voilà, ce sont les villes coloniales. Quand vous regardez ces villes aujourd'hui, leur ossature fait en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'il y a les villes industrielles hier, c'est comme ça qu'on les appelait, depuis l'époque allemande jusqu'à la fin de la colonisation franco-britannique, qui étaient des villes qui avaient un semblant d'essor économique, mais malheureusement qui ont sombré. Donc ces villes coloniales-là, en fait, ont un statut particulier. Je ne comprends pas. C'est comme si on avait voulu que ça reste un vestige. En réalité, Pénja est dans le même sillage. Regardez bien la ville de Tiko. Tiko, si on vous raconte, Tiko avait la banane à l'époque, une certaine qualité de banane. Aujourd'hui, Tiko, on n'en parle plus. Dizangue, c'est la même chose. Et Ezeka même. Et même Kongsamba où on fait de la fête de café, vraiment c'est des villes dont on pense qu'il y aurait une malédiction, mais pas malédiction dans le sens d'être superstitieux. Oui. Mais je veux dire qu'il n'y a pas eu un accompagnement. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue en ce vendredi pour cette dernière livraison de la semaine du 10 août au Zénith, qui va conjointement avec effectivement tous les Camerounais revenir sur les 2 jours de deuil national décrétés par le président de la République Paul Biya en vue de rendre hommage aux soldats tombés récemment. Le panel est bien sûr constitué. Nous allons accueillir tout de suite Tendance Kenyé pour l'histoire du jour. Bonjour Tony, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à ma copine, ma chérie, tiens bon.
Je vais encore dire aux hommes qui aiment souvent Mimba, qui sont beaux, ils sont mignons, élégants. Parfois, votre passé vous rattrape. J'ai une copine. Quand elle dit ma copine, ça veut dire quoi? La fille, là, si tu la vois, Patrice, hey, si tu n'es pas là, tu peux même lui faire la cour. La fille est belle. Mais sauf qu'elle est tombée sur un gars, le gars veut l'épouser. Ça fait même pas encore 8 mois qu'elle avait le gars. Le gars est chaud. Il est même d'abord beau. Quand tu le vois, tu sens que c'est un gars qui n'a pas faim. Mais sauf que ma copine a peur parce que le gars a 5 enfants avec 4. Le gars a 5 enfants avec 4 mères. Et Wanda que mère. Un gars comme ça qui vient. La première mère de son enfant, il n'a pas épousé. La deuxième, il n'a pas épousé. La troisième, il n'a pas épousé. Il n'a pas épousé. Quatrième jusqu'à cinquième. Est-ce que c'est moi alors qu'il va épouser? Donc elle est là, elle dandine un peu, elle réfléchit. Donc elle veut les conseils, elle veut savoir s'il faille, en bon français, qu'elle parte en mariage chez le mignon garçon là, ou qu'elle laisse. Parce que le gars est vraiment beau. Sauf que dans sa tête, quand elle voit, elle sent que le gars c'est un désordonné. Donc elle a envie de partir. L'autre cœur dit pas, l'autre cœur dit ne part pas. Elle a besoin de vos conseils. Parce qu'elle m'a vu hier et jusqu'au matin, jusqu'à 6 h, elle est venue chez moi et me dit maman, pardon. Parle de moi à Equinox. Un gars qui dit qu'il va m'épouser, maman, il a 5 enfants avec. Il a 5 enfants avec 4 mères. Est-ce que je peux tenir? Donc elle est même traumatisée. Elle n'arrive même pas à croire que le gars dit vrai qu'il va l'épouser. Donc, pardon, elle a besoin de vos conseils. S'il faille qu'elle parte en mariage chez le gars, ou elle laisse d'abord. Je m'arrête là, Tony. D'accord. Allez, maintenant, sauf que ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est s'il est véritablement marié avec les non, ce n'est que les mères d'enfants. Elle m'a d'abord dit qu'elle... D'accord. Elle m'a d'abord dit qu'elle panique. Je lui ai dit que ma fonce. Le mariage n'est pas facile. Elle me dit, je vais foncer comment ma copine? Il est tendance. Tu me dis quoi comme ça? Si je fonce, la mère de Junior va venir demain et dire que Junior est malade, l'appeler à toute heure. Je ne serai pas bien dans mon foyer. Après, la mère de Cynthia va venir à son Cynthia, voilà, après demain, la mère de Richelieu va venir. La mère de Belleville, laquelle ne veut pas vivre le stress. Donc, elle est troublée. Elle ne sait pas comment faire. Merci. Nous allons tenter de lui proposer quelques éléments de solution. Hein. Voilà. Charles Armel, bonjour. Bonjour Didier Patrice. Alors moi, tout ce que je veux dire, c'est que le gars, il est quelque peu désordonné. Il est véritablement désordonné. C'est quelqu'un qui ne parvient pas à avoir la maîtrise. Et je pense qu'à ce moment, ce n'est pas à la fille de décider. Je pense que c'est à la famille. C'est à la famille d'en référer parce que forcément le gars veut se lancer, il voudrait certainement la prendre en mariage. Je crois qu'il est question maintenant pour elle de faire intervenir la famille et peut-être de leur poser le problème. 5 enfants avec 4 mères, c'est quand même trop. C'est quand même trop. On peut encore essayer de comprendre à 1, on peut essayer de comprendre à 2, mais de là avoir jusqu'à 5 enfants avec des interactions que cela peut causer. Vouloir d'une autre femme. Avec les interactions que cela peut causer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu épouser l'une de ses 4 mères? Est-ce que forcément, on va le dire qu'il a eu pendant sa période de jeunesse? Parce que ça aussi, il faut voir. Est-ce qu'il a eu pendant sa période de jeunesse? Est-ce que c'est récent? On va calculer la période, les différents âges que les enfants ont, essayer de faire le ratio et se rendre compte de ce qu'il y a. Mais surtout qu'elle ne prenne pas la décision avant d'avoir impliqué sa famille. D'accord. Merci Charles Armel. Meggy, quelle est votre lecture? En tout cas, bonjour et bienvenue. Bonjour, Tony. Didier, on t'appelle aussi Tony. C'est un peu de tout ça en fait. Voilà. D'accord, c'est un peu de tout ça aussi. Voilà, c'est une situation très très délicate, mais moi à la place de la fille, je dis comme ça que je me méfierais grandement de ce garçon-là, parce que 5 enfants avec 4 mères quand même, quand on sait que la décision de faire un enfant avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, quand on décide de faire un enfant avec quelqu'un, c'est une décision qui est mûrement réfléchie généralement. On essaye de voir. Généralement, c'est quelqu'un avec qui on a des projets. Donc, quand vous voyez déjà quelqu'un qui a fait 5 enfants avec 4 mères différentes, on est amené à se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que toutes ces femmes étaient mauvaises? Est-ce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il recherchait chez une femme, chez toutes ces 4 femmes-là? Et maintenant, il faut voir même si les enfants vivent avec lui ou vivent avec leur mère. Parce que ça, c'est encore un indice très important. S'ils vivent tous avec leur mère, alors on comprend encore sans se poser trop de questions qu'il s'agit là d'un irresponsable qui fait des enfants avec des filles, parce que si tu vas déjà avec une fille sans te protéger, ça suppose que tu peux être père demain. Donc ça veut dire que c'est une relation plus ou moins sérieuse. Oui. Donc alors, vous avez déjà un enfant, mais vous vous séparez. Tu prends une seconde, vous vous séparez. Une troisième, vous vous séparez, ainsi de suite. Non, moi, cette fille, je me méfierais. Et en plus, il est très difficile, ça je le dis, hein, oui. Ce n'est pas interdit
ça peut se faire. Mais c'est très difficile pour une jeune fille d'aller aussi entrer dans un mariage, un jeune mariage, avec déjà 5 enfants. Allez, nous allons certainement y revenir avec les avis des téléspectateurs sur la question. Momo Bengan, c'est finalement un bon bantou. Absolument. Moi, j'ai dit, cette femme a peut-être la chance de sa vie.